des BD, il y en a beaucoup. Mais des fois, il y en a qui méritent qu'on s'y intéresse un peu plus particulièrement. Et ça tombe bien, puisque vous écoutez une émission qui est spécifiquement bâtie pour vous parler de comics et vous faire le point sur ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié. Voilà, en gros, simplement, on a lu des bandes dessinées et puis on est là pour vous en parler. Ça s'appelle Back Issues et c'est l'un de vos formats favoris de First Print. Bienvenue. First Print, votre podcast comics préféré qui donc est là pour une émission spéciale. Non, enfin elles sont toutes un peu spéciales parce que déjà il y a Corentin avec nous. Oui, bonjour. Et ça c'est déjà... C'est spécial. En fait c'est quand même très quelque spécial. chose d'assez particulier. Je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais un jour je ferai une émission vraiment tout seul et puis les gens se rendront compte de ce que tu apportes Oui. à cette émission. Ce sera peut-être l'heure des grandes désillusions aussi, Corentin, donc voilà. prépare-toi. Tu vas bien? Oui. C'est vrai? Oui. Ok, très bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Pas non. du tout. Non, c'est Je pas vais vrai. très mal. D'accord. Eh bien, écoute, peut-être que certaines des lectures que l'on abordera aujourd'hui t'auront permis d'aller un petit peu mieux. C'est ce qu'on va voir, en tout cas. On va voir ça. On est là pour une Et- petite émission, hein, comme d'habitude. Voilà. Back Issues, c'est du, Oh, voilà. c'est du format court parce que ça dure qu'une heure. Hein. C'est la relativité du temps, Corentin. Et on va donc commencer, Corentin, avec toi. Tu vas nous parler d'un ouvrage que tu as lu tout récemment, qui est issu d'une réédition assez récente chez l'éditeur français Panini Comics, qui propose dans son format Marvel Deluxe, donc les grands cartonnés plutôt jolis et plutôt chers aussi. Mystique, donc, première partie d'un run de Brian K. Vaughan. Oui, tout à fait. Alors, qui est Brian K. Vaughan quand même, et surtout un peu resituer le contexte de parution de cet ouvrage, hein, puisque quand c'est sorti réellement en VO, c'était il y a quelques années, et c'était bien avant que Brian K. Vaughan ne soit le faiseur de miracles de l'indépendant. C'est ça. Donc, ça sort en 2003. Donc, il y a 18 ans, le temps de faire un enfant et de l'envoyer à la fac. Pour résumer, à l'époque, évidemment, Brian K. Vaughan. Alors, Brian K. Vaughan, moi je dis K. Vaughan parce que je suis un bon français, mais il faut effectivement dire Brian K. Vaughan. Donc à l'époque, effectivement, c'est quelqu'un qui démarre dans les années 90, milieu, fin 90. Il démarre assez tôt, il démarre vers 19-20 ans à peu près, c'est pour ça qu'il est encore assez jeune, il a que 44 ans aujourd'hui, alors qu'il a commencé à bosser plutôt tôt. D'accord, nous, on était encore au collège, quoi. Ouais, non, mais 95, t'étais pas au collège encore. Non, 95, je n'étais pas au collège. Voilà, t'étais pas au collège, tu veux la refaire encore peut-être? Non. 95, j'étais à la maternelle, oui. Voilà, et alors il va travailler plusieurs années chez Marvel, il va faire plein de projets de plus ou moins longue haleine, pardon. Et il va commencer après plus tard à développer ses propres personnages, puisque aujourd'hui, donc tu me demandes qui est Brian K. Vaughan, c'est évidemment l'auteur de Saga, l'auteur de Paper Girls, l'auteur de The Private Eye, Barrière, l'un des plus grands scénaristes de comics à l'heure actuelle, si pas le plus grand, le débat est posé. De Western Vanguard aussi. De Western Vanguard, effectivement, voilà, qui donc fait partie d'une sorte de triumvirate avec Jeff Lemire, Ed Brubaker et d'autres très grands, évidemment Rick Remender, etc. C'est l'un des architectes de la révolution Image Comics, qui a créé les Runaways, justement d'ailleurs chez Marvel, qui a aussi fait chez... alors j'essaie de penser à des trucs qui sont édités en France, qui a fait Why the Last Man chez Vertigo, qui est édité chez Urban, qui a fait aussi fait Ex Machina, qui est édité chez Urban. Et en fait, d'ailleurs, ces deux titres-là sont à peu près à la même période que la série Mystique, c'est-à-dire que vers le début des années 2000, Brian K. Vaughan commence à réfléchir à ce qu'il pourrait faire de son côté avec des personnages originaux, tout en continuant à être chez Marvel parce que le marché n'était pas encore dimensionné de manière à ce que les auteurs puissent vivre aussi bien de l'indépendant que de leurs travaux salariés chez les Big Two. Donc il va continuer à faire les deux pendant un certain nombre d'années, probablement pour la sécurité de l'emploi ou parce que juste il avait envie de faire le tour du sujet. Donc la série Mystique, quand elle démarre, on est donc après le 11 septembre, on est en 2003. C'est une série qui est relativement politique, je dis bien relativement réaliste, puisque elle fait ce qu'ont fait beaucoup d'autres séries de super-héros quand ils voulaient un petit peu renouveler le genre, c'est-à-dire qu'on prend le personnage, on le coupe de son contexte quotidien naturel avec les figures secondaires qu'on connaît, et on va le mettre sur un format de série de genre. En fait, c'est un petit peu comme Immortal Hulk ou comme
le Venom de Rick Remender, justement, c'est-à-dire qu'on prend ces personnages-là qui généralement obéissent à certains codes et on les place dans un type de récit qui prend d'autres codes, en l'occurrence ceux de l'espionnage, comme le Venom du coup prenait des codes de Black Ops ou Immortal Hulk de séries d'horreur. Donc c'est pas tout à fait inédit, ni avant ni après pour Marvel, et généralement ça donne des résultats qui sont plutôt bons, enfin en tout cas quand les équipes créatives sont inspirées. Là, Mystique donc, est une terroriste, voilà, vous connaissez Mystique j'imagine, donc c'est l'une des ferventes suiveuses de Magneto, une terroriste qui est engagée contre l'intolérance et comment dirais-je, ah là 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 là, je cherche un terme qui pourrait définir ce quoi je pense, les privations de liberté, les menaces que font peser la société pardon, des hommes sur les mutants. Et donc elle va se faire incarcérer, faire évader ensuite par Charles Xavier et Forge, qui est donc l'ex de Mystique, qui vont faire d'elle une sorte d'espionne. Voilà, tout simplement. Donc ça commence, elle va à Cuba, parce que le gouvernement cubain s'aperçoit qu'ils ont eux aussi une petite poche de mutanité qui commence à apparaître, et qu'un général assez hardcore va décider de mettre en point, enfin de récupérer des sentinelles russes pour massacrer les mutants. Donc ça c'est une première histoire. Comme il y a 12 numéros, il y a plusieurs histoires. La deuxième histoire se passe à Johannesburg, donc on n'a pas en Afrique du Sud. Et la troisième, c'est pas vraiment une troisième histoire, c'est plus une sorte d'arc entre deux, avec Forge justement, et le côté mystique qui a évolué, qui est plus la même personne, etc. Donc voilà pour le scénario. Alors effectivement, comme je l'ai dit, ça passe par Cuba, ça passe par Johannesburg, il y a un petit passage par la Corée du Nord, par Pyongyang. Donc c'est évidemment pour Brian Kevogan, pardon, le moment un petit peu de mettre un petit peu de politique dans ces œuvres-là. Oh non. Si. Tu veux dire que non, mais non, mais on a marre. Alors mais... oui, ça date de 2003, mais déjà, enfin. Mais rassurez-vous, il y a aussi des gonzesses et on voit leur cul, donc tout va bien. La parité est bien respectée. Ça, c'est les comics que j'aime. Parce que grosso modo, en fait, c'est vrai que c'est par rapport au Brian Kevogan qu'on connaît, qui est quand même un des titans de l'industrie. C'est un mec, voilà, il sort une nouvelle série, tout le monde est dessus. Il y a très peu de ratés de lui en 10 ans de carrière, enfin les 10 dernières années de sa carrière là. Il faut se rappeler évidemment que Marvel, tout ce qu'il a fait n'était pas forcément extraordinaire. La série Mystique, elle est bien, ce qui est déjà pas mal, je trouve, mais elle est pas du tout parfaite. C'est-à-dire que grosso modo, il y a cette charge politique, il y a des phrases qui sont bien foutues. Genre, par exemple, à un moment donné, on te parle d'une mutante qui pouvait contrôler, dont le pouvoir était de contrôler en fait l'esprit des femmes, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre possession du corps féminin, enfin d'un corps féminin, quel qu'il soit, avec par la pensée. Tu vois, et la mystique va répondre en apprenant ça: ah, quel pouvoir à la con, dans un monde patriarcal ça sert à rien puisque tu veux prendre possession d'une femme, mais ce sera toujours un homme qui sera aux commandes, donc ça servira à rien. Tu vois, c'est des petites saillies un petit peu senties, voilà, que de Vaughan pour le féminisme. Oui, Arnaud, tu veux faire un commentaire sexiste pour faire plaisir à nos amis auditeurs masculins? Non, j'allais dire que c'était trop de la hot take qui fait réfléchir. Non, mais en fait, voilà, le problème c'est que c'est vraiment une série de jeunes cons en fait. C'est-à-dire que grosso modo, c'est une série d'espionnage où le but c'est de s'amuser, hein, très clairement. Il y a des charges politiques, il y a un propos sur Cuba, il y a un propos sur l'apartheid. Voilà, il y a une scène par exemple où Mystique se transforme devant un ignoble afrikaner, où justement elle se transforme en homme noir pour lui casser la gueule, un immonde raciste qui regrette le temps de l'apartheid, tu vois. C'est des petites charges, mais grosso modo, en fait, le but de la série reste de s'amuser. Mystique, elle fait des références évidentes de façon très méta, en mode genre elle commente le scénario, elle dit: ah, t'es Charles Xavier et tu veux faire tes Charlie's Angels, tu vois, moi je vais être ton espionne avec des gadgets. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est des gadgets niveau Totally Spies, genre elle a une Game Boy Advance pour désamorcer des télésentinelles, tu vois. T'avais une Game Boy Advance, toi? Oui, la SP. C'est la petite carrée là. Trop bien. Mais j'ai pas eu la première qui était pas d'écran rétroéclairé, donc aucun intérêt. Mais voilà, Arnaud, je suis ravi que tu m'aies posé cette question. Oui. Donc la SP, franchement, pour moi, le meilleur design de console de Nintendo. Et moi j'avais une dorée avec la Triforce, c'était une édition spéciale. C'était génial celle-là, ouais. C'était en édition limitée, je crois d'ailleurs. Ouais. Bref, t'es un BG. Bref. Je l'ai revendu comme un con. Et donc pour les défauts, voilà, le fait est que c'est pas hyper subtil, que c'est pas hyper finaux, qu'on coupe complètement, enfin pas complètement, mais on coupe très largement le côté terroriste de Mystique, son drame intérieur, qui est justement d'être né avec ce corps particulier, avec ce père particulier. C'est un peu évoqué, mais grosso modo, c'est quand même une série très légère. C'est du dialogue mitraillette à la Bendis, à la Millar. C'est vraiment l'esprit Marvel 2000, où en gros, c'est à la fois un peu politique,
très sassy, très gag, tu sais, punchline, ping-pong, etc. de répliques. Politique aussi un petit peu parce que c'est post-11 septembre. Oui, voilà, c'est le côté les gendarmes du monde. Ils font une référence à l'administration de George Bush et compagnie. Enfin, tu vois, c'est très explicite. Par contre, voilà, au niveau des défauts, c'est quand même assez léger. Ça pourrait ne pas être Mystique, ça pourrait être Catwoman. En fait, tu vois, c'est vraiment ce portrait d'héroïne, grosso modo, Catwoman qui est un peu méchante, mais qui est un peu gentille, tu vois, qui a un bon fond, qui quelque part. Catwoman se transformera pas en. Non, je veux dire au niveau du caractère. C'est-à-dire que grosso modo, tu vois, Catwoman, c'est quoi? C'est la fausse méchante, tu vois. En fait, elle a un esprit libre, elle est sexy, elle est blagueuse. Et en même temps, il faut la remettre dans le droit chemin, et Batman est là pour ça et tout. Là, c'est pareil, tu vois, c'est les deux hommes patriarcaux qui vont en fait prendre la méchante pour la mettre dans le droit chemin. Et comme elle est un peu blagueuse, un peu rebelle, elle va pas trop se laisser faire, mais en même temps, ça lui plaît de jouer à la gentille, etc. Et surtout, le gros problème du volume pour moi, c'est que c'est les dessins. C'est très sexualisé, c'est très mal dessiné. Parce que moi, à la limite, je suis pas contre un peu de sexy. Je sais que le débat se pose. Je suis pas dans l'extrême gauche, on va dire, du wokisme là-dessus. Je sais pas comment le dire autrement. Moi, ça me dérange pas d'avoir des personnages féminins sexy à partir du moment où le dessin est beau, où le thème s'y prête. Là, en l'occurrence, George Lucas, j'allais dire Jorge Lucas, parce que c'est écrit George Lucas, tu vois. Donc, Jorge Lucas, donc lui qui prend la série pour les 6 premiers numéros, c'est un très mauvais dessinateur. Ce qui fait de la série, ça fait très années 90, les contours sont très mal définis, tous les personnages féminins sont des grosses bonasses absolues. La première meuf qui apparaît dans la série, on voit ses seins, elle a des seins qui remplissent toute sa robe et la robe est un peu déchirée, etc. T'as à un moment donné une nana qui se passait pour une prostituée, on voit son string apparent. Mystique, de manière très générale, pareil, va être très sexualisé. Et ce qui est marrant, c'est que Vaughan n'a pas l'air de vouloir empêcher son dessinateur parce que même il fait des gags de correspondance. Genre à un moment donné, tu vois, elle se transforme et t'as l'assistant de terrain de Mystique qui lui fait tu pourrais mettre une robe plus longue ou je sais pas quoi, et elle lui répond ouais, mais en même temps moi je m'en fous, tu vois, la robe c'est pas vraiment un vêtement pour moi parce que c'est ma peau, c'est moi qui matérialise les vêtements avec ma peau, donc en fait je suis tout le temps à poil, tu vois. Et le mec, tu vois, il répond en mode genre et tu sens que ça l'excite un petit peu, et vraiment en fait ça fait série de jeunes cons au sens où c'est les deux mecs ces deux mecs qui s'amusent avec une héroïne un peu sexy, un peu badass et tout. Il y a vraiment ce côté puéril, tu vois, un peu adolescent. C'est beaucoup mieux quand je crois que c'est Michael le mec qui prend la deuxième partie du dessin, Michael quelque chose, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui récupère. Alors lui pour le coup c'est beaucoup mieux parce que même si ça reste sexy, il y a encore des plans assez rigolos. Et vraiment le scénario joue sur le côté sexy, le côté femme fatale, le côté provocateur, etc. Déjà elle a vraiment une meilleure gueule, tu vois, c'est qu'elle a vraiment un visage très expressif, qui fait plus vraie femme entre guillemets que juste le côté présentoir à nichon de Lucas où justement toutes les personnages féminins ont la même gueule et tout. Elle est mieux caractérisée, elle a un corps qui est plus réaliste tout en restant assez sexy, donc comme quoi le compromis est possible. Et après la troisième partie du volume, il y a encore un artiste qui arrive et du coup ça redevient moins bien. Donc pour donner un bilan plus général, si vous avez aimé Agent Venom, si vous aimez justement le côté série perméable sur un personnage qui est déjà très établi, mais où tu peux rentrer sans avoir lu les 40 volumes d'avant. Si vous n'êtes pas fan des X-Men, mais juste des personnages des X-Men, c'est un peu comme Wolverine, tu vois. Wolverine, il y a plein de volumes que tu peux lire, comme Wolverine au Japon, sans être fan des X-Men, parce que juste c'est des petites histoires de genre, en fait, tu vois. Là, c'est une saga de genre, d'espionnage, avec Mystique, qui est rigolote, qui est politique, qui est plutôt bien écrite, qui a un bon dessinateur sur les 3, ce qui est déjà plutôt pas mal. Par contre, c'est vraiment pas du bon Brian K. Vaughan, c'est pas au niveau de ce qu'il a fait ensuite, et au niveau du propos politique, et au niveau de la présentation des corps féminins, ou même de la diversité en règle générale. C'est vraiment très basique. C'est un bon blockbuster, série télé, Marvel Studios, ce que tu veux, avec des plans cuisses et des plans nichons. Ça a un peu vieilli de ce côté-là, ça même du côté du jeu Jorge Lucas, ça a beaucoup vieilli. Et franchement, voilà, moi je le recommanderais juste si. Parce que j'allais dire si vous êtes fan de Mystique, mais en fait, si vous êtes fan de Mystique, c'est sûrement pas de cette version-là de Mystique que vous êtes fan. Ouais, mais après, il n'y a pas eu tant de bouquins sur Mystique non plus. Oui, je sais, justement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que t'as une série sur Mystique, tu pourrais aller interroger son origine, lui faire une aventure plus personnelle, etc. Là, c'est vraiment juste c'est Totally Spies, grosso modo, mais avec Mystique. Donc ça, justement, si vous êtes fan de la Mystique classique, ça peut vous déplaire. Donc on va dire que c'est vraiment pour les gens comme moi qui sont pas des gros fans des X-Men, qui aiment bien les séries d'espionnage un peu coconnes à la Bendis, et en même temps ça demandera du coup de faire un petit effort pour supporter certaines plages de dessin, même si je noircis un peu le trait parce qu'évidemment c'est pas Jorge Lucas qui a inventé le dessin putassier concupiscent des années 90, hein. C'est juste que sur du Vaughan ça passe encore moins bien parce que là en plus à l'époque il se posait pas les mêmes questions qui se posent aujourd'hui sur le genre. Et ça fait que du coup, franchement, il y a des trucs qui sont un peu gratos, hein. J'isole précisément ces moments-là parce que la série, je le répète encore une fois, est plutôt pas mal. Mais il y a vraiment des moments où tu dis, ouais, bon, je sais pas, ok, d'accord, elle est sexy, mais calmez-vous, c'est pas non plus. Tu vois, c'est pas Black Cat, c'est pas Catwoman, justement, qui aurait cette espèce de gimmick de vouloir jouer absolument sur le sexy. Mystique, elle a d'autres trucs à défendre.
Donc voilà, mais Quelque sinon, part, ça reste sympa. Voilà. tu pouvais le deviner dès la couverture quand même, quoi. Oui, bien sûr. Mais Qui même a quand même, dès les premières pages. Hein. cette pose assez caractéristique où tu montes les fesses et les seins à la fois, quoi. D'ailleurs, je suis content de ne pas être le seul à remarquer, parce qu'en général, on nous taxe souvent, nous, d'être un petit peu trop à cheval sur ce machin-là. J'ai eu la critique de Ben Renault, qui en a fait une sur The Mighty Blog, qui disait lui aussi que les dessins de Jorge Lucas... Ben Renault sur The Mighty Blog. Ouais, il me semble, ouais. Non, Ben Renault, il est dans Comics Outcast. C'est Noisy Bear qui Noisy est Bear, sur, pardon, désolé. sur The Mighty Blog. Désolé Ben Renault, désolé Noisy Bear, excusez-moi, Quand même. je débute. Bref, donc j'ai lu la critique de Noisy Bear sur Mighty Blog. Même lui, qui a bien aimé la série aussi, trouve que le passage de Lucas est vraiment pas Jojo. Et ouais, c'est probablement le truc le plus beauf de la série. Donc au pire, éliminez-le vite, passez au deuxième arc directement, et voilà. Ok, très bien. Et donc, c'est disponible chez Panini à 32 €, puisque c'est le Toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Moi, je n'ai pas eu le temps de le lire avant de faire ce podcast, puisque j'ai pas bien toujours lu, hein. le temps de tout lire. Et effectivement, tu m'as complètement piégé. Les Et gens sont waouh, qu'est-ce qui s'est passé, ce plot twist et tout, de ouf. C'était incroyable. On s'y attendait pas du tout. Arnaud qui n'aurait pas lu un comics chroniqué par Corentin. Quoi? C'est n'importe quoi, Arnaud. Impossible. Peut-être parce que Arnaud, il a un travail, hein, je sais pas. Hein, je t'emmerde. peut-être parce que lui, son cinéma, il est pas fermé. Voilà, hein, c'est pour ça. Oh là là. Ah là là. Ah, bah, tu veux qu'on aille là-dessus? Non, c'est sûr. Non, je veux pas qu'on aille là-dessus. là-dessus. Qu'on parle de ta sœur ou tu veux la couper au montage? Ah bah celle-là, il va falloir quand même. Hein. On enchaîne? On enchaîne complètement avec... on va rester un petit peu du côté de Panini, puisqu'il y a quand même eu quelques grosses sorties à dénoter. Il y en a d'autres qu'on abordera de toute façon dans les prochains numéros, dans le prochain Back Issues VF, pour traiter de ce qui sort aussi du mois de février. Il faut savoir aussi que voilà, on reçoit des albums. Parfois, on les reçoit en retard de leur sortie, donc ça on ne peut pas en parler avant. Parfois on y arrive un petit peu. Donc là, j'avais noté quoi? Oui, le Magneto, le Testament très belle édition de Greg Pak, voilà, et Carmine Di Giandomenico, qui ressort, enfin c'est une réédition. Très grand format avec c'est un gimmick un petit peu, mais la jaquette en fait qui recouvre l'album peut servir de poster aussi. Après, je t'avoue, le poster est joli, c'est la couverture initiale où tu vois le jeune, du coup le jeune Max, ce qui deviendra Magneto. Tu sais la couverture originale quoi, en rouge et noir quoi, donc qui est très jolie. Après, qui est quand même un peu triste et je suis pas sûr que tu as forcément envie d'afficher ça chez toi. Ça dépend de ta sensibilité à ce sujet-là. Ouais. Du coup, de quoi parlons-nous, Arnaud, du coup? Eh ben, on va parler d'un ouvrage quasi documentaire en fait sur la Shoah. Tout à fait. Donc c'est pas du tout. Alors ça prend le prisme, hein, puisque alors c'est vrai que Magneto, c'est quand même au scénariste Chris Claremont qu'on doit les origines qu'il a telles qu'on lui connaît aujourd'hui. En tout cas, qui a commencé à développer pourquoi Eric Lencher était en fait slash Magnus slash Max. Voilà. Max Eisenhardt quand il était petit, d'essayer de développer pourquoi en fait il avait tellement une haine en fait envers l'humanité et pas seulement juste parce qu'ils veulent éliminer. Enfin, tu peux être contre l'humanité parce que ils ont peur des voilà, non mais parce qu'ils sont contre les mutants, mais tu vois bien par exemple qu'un Charles Xavier est bien conscient de la haine et de la peur de l'être humain contre les mutants, mais ne se résout pas à ces mesures-là. Comment expliquer donc, par le traumatisme, pourquoi Magneto a ces positions-là? C'est parce que voilà, il est rescapé en fait d'un autre massacre que l'être humain a commis contre ses propres et qu'il veut pas que ça se reproduise. Et donc là, si ses origines avaient déjà été abordées par Chris Claremont, qui est aussi d'origine juive, tout simplement, comme beaucoup en fait des créateurs de comics de l'âge d'or. C'est dans Jack Kirby notamment. Stanley, Joe Simon, Bill Finger, Bob Kane, tous en fait, tu vois. Donc voilà, l'idée est de raconter en fait l'enfance de Max Eisenhardt dans une Allemagne qui est nazie, tout simplement, de voir en fait comment petit à petit la montée des persécutions va avoir lieu, comment le silence... Persécution, c'est ça le mot que je cherchais. Oui. Tout à l'heure, je parlais des persécutions contre les X-Men, c'est pour ça. Est-ce que tu continues? D'accord, ok, ouais. Désolé, merci. Enfin, voilà. Enfin, bref, comment la montée des persécutions va se faire, mais à partir de vraiment c'est une mini-série en 5 numéros qui avait été commandée dans un but très particulier à la base. Alors, il y a une postface qui était déjà présente dans la précédente édition, mais qui permet un petit peu juste de ramener le contexte de la mise en route de ce bouquin. Grosso modo, il y avait une polémique autour d'une artiste qui s'appelle Dina Babbitt, en fait, qui avait
demandé en fait à un musée qui exposait ses œuvres de pouvoir les récupérer parce qu'elles étaient siennes en fait, parce que c'était une artiste qui était juive et qui avait survécu dans un camp simplement parce qu'elle avait réalisé des portraits d'autres prisonniers tout simplement, parce que c'était comme ça qu'elle avait réussi littéralement à survivre, parce que du coup je sais plus quel officier SS du coup en fait aimait bien ces portraits, et voilà. Et donc, en fait, elle avait demandé à pouvoir légitimement récupérer en fait ce qu'on lui avait arraché, parce que ça restait son art, et qu'elle avait quand même peint des personnes qui ont disparu dans ce contexte-là. Et en fait, elle n'a pas eu gain de cause, mais au final, ça avait motivé tout simplement en fait Elle n'avait Marvel. pas eu une cause. Non, elle n'a pas pu récupérer ses œuvres du coup. Ok. Parce que le monde est ainsi fait, hein. Et c'est notamment une artiste dont l'histoire avait été contée à l'écrit et au dessin avec Neil Adams notamment. C'est une histoire qui est d'ailleurs inclue dans la postface, quoi. Et grosso modo, donc c'est un projet qui a été mené donc avec Greg Pak et Carmine Di Giandomenico, et avec les couleurs de Matt Hollingsworth, mais également avec donc un historien qui s'appelle donc Mark Weitzman, qui travaille au centre Simon Wiesenthal, donc spécialiste de l'histoire de l'Holocauste tout simplement. Et donc vraiment l'idée, voilà, en reprenant ce qu'avait posé Chris Claremont sur le background de Max Eisenhardt, donc futur Magneto, de dépeindre en fait qu'est-ce qu'a été la vie d'un jeune juif dans l'Allemagne nazie, à partir du moment où simplement l'antisémitisme global s'est développé en Allemagne, c'est-à-dire avec les discriminations dès l'école, et pour des simples questions par exemple de sport simplement, puisque on reproche dans le premier chapitre à Max d'avoir réussi à battre ses camarades allemands au lancer de javelot. Tu as aussi un aparté sur les Jeux Olympiques, hein, bien entendu, de 36, c'était Ne me regarde pas, je sais pas. Tu connais pas, mais c'est ça, c'était 1936 de mémoire. Et en fait, et voilà, de ces discriminations du quotidien au silence du reste de la population, d'une haine, et jusqu'à en fait le transport dans des camps où donc Max Eisenhardt ici est vraiment, alors il est mis à une tâche, enfin c'est absolument atroce, puisqu'il était chargé du coup en fait de transporter les corps des personnes qui se faisaient gazer dans les chambres à gaz, et de transporter ensuite les chariots remplis de ces cadavres dans les fosses communes, quoi. C'est très joyeux. Oui. Et par contre, il y a vraiment des scènes très joyeuses. Non, mais c'est très dur à lire. C'est une BD d'humour, hein, quelque part. C'est une BD d'humour, hein, c'est léger et tout. Non, pas du tout, non. Non, c'est assez. Blague, d'accord. J'essayais de faire sourire les gens après ce long portrait. Non, mais ça ne marchera pas, parce que justement, voilà, c'est un récit vraiment qui t'emmène vraiment aux côtés de ce qu'une partie de l'humanité a accompli certainement de plus noir de manière très détaillée dans son histoire. Oui, voilà, qui renonce, je te coupe, qui renonce complètement à la partie mutante en fait, parce qu'à plusieurs moments on croit justement que les pouvoirs de Max vont se manifester, le lancer de javelot, les balles, etc. Oui. Le lancer de javelot, tu peux supposer qu'il y a de ça. Il y a quand même un élément où effectivement ses pouvoirs vont pouvoir intervenir quelque part et on va dire lui sauver la mise. Mais c'est très succinct, et vous n'aurez pas par contre de scènes comme dans le film X-Men. First Class. Oui, où il a le mec qui le recrute après qu'il ait plié les barreaux, enfin les barbelés. Là, en l'occurrence, c'est vraiment juste, c'est pas juste, voilà, ça, c'est vraiment une exploration à travers les yeux du petit Magneto, qui quelque part aurait pu être un autre personnage en fait. C'est vraiment juste l'histoire d'un jeune juif comme Anne Frank, etc. peuvent comment dirais-je, canaliser un petit peu l'esprit historique de cette époque-là, à travers le ghetto de Varsovie, la montée du nazisme, la nuit de cristal, l'invasion de la Pologne, etc. Et effectivement, les premiers envois de juifs aux juifs de Birkenau. Donc c'est très particulier comme lecture. Enfin, il faut pas rentrer dedans si on est juste fan de Magneto sans vouloir forcément comprendre le contexte. C'est vraiment une BD d'histoire, hein, tout simplement. C'est même assez curieux. C'est assez osé, c'est assez couillu, c'est assez bien que Marvel justement ait mis ce projet en route, puisqu'on a déjà vu quelque part des paraboles sur le nazisme en comics, dans les comics de super-héros aussi, mais c'est vrai que là on passe le côté Captain America, tu vois, alors que ça aurait été l'occasion de le placer dans une télé, un poster ou quoi. Si tu veux, c'est pas du tout mentionné, on parle vraiment juste de l'histoire justement. C'est ça, c'est qu'on se passe complètement de la parabole et de l'imagerie, parce qu'on est dans le documentaire. Pendant, c'est une BD documentaire. Et c'est très couillu, je te dis, de la part de Marvel d'avoir fait ce truc-là sous cette forme-là, sans essayer justement de faire une sorte de Captain America First Avenger ou de cet esprit un petit peu plus joyeux. C'est vraiment là...
sans compromis, et effectivement, tu peux l'intégrer dans le canon de Magneto en comprenant justement que effectivement, Ça l'est, s'il bien vient sûr. de là, effectivement, c'est pas anodin qui se méfie ensuite de l'humanité, etc. Et c'est très différent justement de la version Magnus, on va dire, qui était la version originelle de Magneto, qui était plus un mec juste bêtement colérique. Que là, pour le coup, vraiment le petit gars, tu vois, vraiment, ça me fait penser à ce film italien. La vie est La vie belle. est belle. Voilà, c'est ça, avec Roberto Benigni, où tu as effectivement ce même. C'était moins documenté, on va dire. Mais tu as vraiment le même fait de parcours de comment, entre guillemets, peu à peu, les idées nauséabondes d'un parti intolérant qui appelle à la haine, etc., prennent possession en fait, d'une société, d'une civilisation. Et qu'en fait, tu peux pas échapper à tout ça, même si tu peux essayer de fuir, etc., mais tu peux pas échapper quand ton pays entier devient fou. Ce qui, encore une fois, devrait être très actuel. Voilà, c'est pour vous, les amis, c'est cadeau. Allez hop. Et justement, l'aspect étouffant de cet entourage familial qui justement continue à s'accrocher à une forme d'espoir en fait, alors qu'il n'y a pas d'espoir au bout de ce tunnel-là, tu vois. Et effectivement, bah, après moi, j'ai de la famille qui est morte à Auschwitz, donc forcément, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. J'ai vraiment apprécié le travail qu'a fait Greg Pak pour reconstituer les faits historiques en fait. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de dire. Enfin, t'as beau avoir l'histoire qui est déjà très dure avec la mise en scène aussi. Enfin, Gian Domenico, il est aussi dans une approche plutôt factuelle en fait, et pas, il y a pas de complaisance, mais il y a pas non plus de vouloir forcément cacher des trucs, tu vois. C'est-à-dire que on te montre pas forcément, par exemple, enfin pour les passages dans les chambres où les personnes étaient gazées aux Zyklon B, il y a pas de scène à l'intérieur qui montre l'agonie de ces personnes-là. Mais sur les champs utilisés, sur les bulles qui apparaissent, Mm. tu comprends ce qui se passe et ça suffit en fait, tu Et puis vois. quand Et il ouvre ça, la porte avec les paires de lunettes, là, par exemple, ouais, voilà, c'est ça. c'est justement fait très penser à cette scène de la vie est belle où justement il y a la scène avec tous les cheveux des femmes Ouais. qui est assez, ouais, pareil, Et c'est assez abject, mais... ce qui est glaçant, par contre, c'est les chiffres, en fait, tout simplement. C'est qu'il y a t'as plusieurs encarts, du coup. Ça, c'est notamment fait parce que voilà, c'est en collaboration avec un historien. C'est juste que devant déjà la dureté du récit, tu as aussi l'implacabilité des chiffres, en fait, qui s'affichent sur le nombre de personnes qui ont été déportées, sur le nombre de personnes qui ont été tuées, même sur la fin, parce que forcément, on aborde aussi la question de la libération vers la fin. Mais à se rappeler aussi que quand le régime nazi commençait à sentir qu'il allait se casser la gueule, qu'ils ont décidé d'essayer d'en éliminer encore le plus possible avant Ouais, de bien se faire sûr. avoir. Et enfin, c'est abominable. En fait, ça reste c'est un récit qui est très dur et qui témoigne d'une réalité abominable, mais qui montre vraiment aussi tout ce que la BD est capable de faire, en fait. Parce qu'il y en a des BD, enfin, si tu veux, même dans le rayon franco-belge, on en a plein des BD historiques qui racontent les choses, où c'est vraiment avec vraiment, par contre, où c'est de la vraie BD documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un point de vue d'un personnage. Et donc, mais là, tu as une immersion. Et tu as une immersion aussi par un personnage qui est charismatique, qui est Magneto, et que tu connais, notamment quand tu es fan des X-Men, mais même quand tu n'es pas forcément le plus gros fan des X-Men, tu connais. Et quelque part, ça permet aussi de t'aider à t'identifier parce que malgré tout, même si là, effectivement, on parle d'un enfant juif, le fait est que les X-Men ont toujours été utilisés par la suite aussi comme juste une métaphore de la différence, quelle que soit ta différence. Et donc, tu peux quand même te retrouver dans ce Max Eisenhardt, même si, effectivement, tu n'es pas toi-même juif, parce que tu auras forcément été un jour ou l'autre peut-être soumis à une brimade à cause de ta différence par rapport aux gens. Enfin, et c'est pour ça que ça te permet peut-être de te rendre compte aussi un petit peu de l'impact, en fait, d'une histoire qui reste pas si vieille que ça au final. On n'a pas encore fêté, on n'a pas, ça fait pas 100 Les ans. choses vont tellement vite aujourd'hui que... Ça fait pas 100 ans, et puis quelque part ça permet, enfin forcément le fait moi de lire ce bouquin, notamment après, tu vois, après juste une sortie par rapport au truc, à la polémique sur la case antisémite du Immortal Hulk 43 de Joe Bennett, et de voir certaines réactions qui étaient là à vouloir dédramatiser la chose, à dire bon, on s'en branle, tu vois, et de dire ouais, mais les gens qui s'offusent de l'antisémitisme, c'est des fragiles et tout ça. Mais en fait, est-ce que vous avez lu cette BD? Est-ce que vous vous rappelez en fait à quel point les images, les mots, en fait, les idées peuvent aboutir en fait juste à des crimes de masse, et que c'est pas en fait quelque chose à prendre de façon anodine. Non mais enfin, tu peux même aller plus loin que ça, je veux dire. S'il n'y avait pas eu... parce que c'est pas que l'Allemagne, hein, l'Europe aussi était antisémite, confère l'affaire Dreyfus, etc. Enfin, il y a un historique très 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 dense, très très chargé d'antisémitisme en Europe et dans les pays de religion chrétienne. Mais le simple fait que les comics de super-héros n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu justement cet antisémitisme-là en Europe. 80% des mecs qui créaient les BD à l'époque, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste que c'est comme ça. C'était des mecs des quartiers juifs de New York qui, justement, dont les familles avaient fui les pogroms. Enfin, on avait fait un podcast là-dessus par rapport avec William Blanc, justement. Et même, j'ai un Kirby qui avait combattu en Europe pendant Oui, la guerre. qui a perdu tous les potes de son bataillon, voilà, c'est ça. en Moselle, hein. C'est juste des vérités qu'effectivement, moi, je dis plus ça, en fait, parce que je suis pas forcément sur le côté l'universalité
de la réprimande. Je veux dire, l'exemple nazi, c'est un truc qui m'a toujours fait hurler, en fait. L'existence du point Godwin, par exemple, je fais un petit aparté là-dessus, où quand tu compares les choses au nazisme, on t'explique que t'as pas d'argument et que t'en reviens à ça, donc point Godwin à ta gueule. Et t'as envie de dire que, en fait, non, l'histoire nous donne un exemple qui est tellement, entre guillemets, un très bon exemple, justement, de comment l'humanité peut dégénérer quand elle est laissée par la haine, par le populisme politique, par le fait de pointer une communauté du doigt en disant que c'est leur faute si tout va mal, etc., et que les gens sont prêts à suivre, et que les gens sont prêts à entrer en guerre, et que les gens sont prêts à se détester, à collaborer avec les nazis, comme on l'a fait en France. Au final, en fait, cet exemple-là, c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire, et les routes qu'il faudrait éviter. Aujourd'hui, quand on vient à dire que t'aimes pas les nazis, ou que tu es d'accord avec le fait que les nazis se fassent casser la gueule ou se fassent tuer, etc., enfin tuer, j'aurais plutôt viré du pouvoir, on va dire, dans ce cas-là, et on te répond ouais, attends, pas tous les nazis quand même, ou alors ouais, enfin bon, ça va les nazis, c'est une caricature et tout. Non, ces gens-là, ils ont existé, et ils ont tué des dizaines de millions de gens, et ils sont pas partis de rien. C'est pas genre le diable qui s'est incarné dans Hitler et qui a manipulé par hypnose une population entière. Il y a encore des partis d'extrême droite, il y a encore des idéaux d'extrême droite, des idéaux de haine, et c'est pour ça que ce genre de BD sont importantes. Par contre, bon, évidemment, tu disais, on a des BD documentaires et tout. Faut quand même pas oublier qu'aussi on a Mouse, par exemple, pour ceux qui voudraient s'intéresser à ce sujet-là, qui est une série qui est plus longue que celle-ci, qui est aussi très bien documentée, qui prend une allégorie qui est plus universelle avec les souris et les chats. Et voilà, quoi, c'est vraiment des trucs qu'il faut lire, effectivement. Mais surtout, enfin, il faut pas juste le lire en se disant, voilà, c'était horrible à l'époque. C'est vraiment des trucs qu'il faut comprendre comme étant ouais, les stigmates d'une humanité qu'on surestime un peu trop en disant que tout va bien se passer, que jamais on va redépasser les bornes et que on a appris de nos erreurs et qu'en fait, Oui, voilà. parce que c'est pas que l'expression d'un sentiment de haine, mais il y a aussi tous les comportements annexes, effectivement, soit la complaisance, soit le silence, en fait, le fait de se taire, parce qu'il y a vraiment des scènes aussi comme ça, où des gens sont témoins d'actes de discrimination et décident et ne vont rien dire, parce qu'ils ont peur, ou parce que c'est pas leur combat, parce que ça leur arrive pas à eux. Oui, je vois à quoi tu... Bref. Bon, enchaînons. Voilà, non mais du coup, c'est un monument, hein. Enfin, pour moi, je sais pas, enfin, et quelque part, ça m'interpelle aussi sur le fait que voilà, ça a été fait en 2006 de mémoire, c'était donc il y a 15 ans, on va dire. Et c'est marrant de se dire que, enfin, je vois pas le Marvel d'aujourd'hui refaire ce genre de projet, tu vois. Ouais, je sais pas. Marvel d'aujourd'hui. Je vois pas, tu vois, par Marvel exemple. d'aujourd'hui, il a quand même fait le Captain America de Tennessee Coates qui tire des allégories très évidentes entre la présidence de Trump et le continent Mais c'est Captain moins, America. oui, mais ça reste dans l'allégorie, tu vois. Oui, mais Par c'est exemple, le rôle des super-héros d'être des allégories. Par exemple, tu replaces un contexte, je sais pas, tu refais une mini-série sur Luke Cage, mais que tu replaces à l'époque du mouvement civique, à l'époque où le simple fait d'être noir pouvait limite te faire enfermer. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Luke Cage en plus, techniquement, c'est qu'il a fait de la prison de façon injuste. Tu l'abordes de façon frontale dans un contexte réaliste, en fait, pour dire les émeutes de Los Angeles aussi, tu vois. Mais dans ce cas-là, t'aurais The Over History, The DC Universe, ou même. Comment à quoi je pense là? Ou même. Ah là 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 là. Il y avait un truc comme ça récemment chez Marvel par rapport à la violence policière, non? Non, je crois pas, non. Ah bon? Non, Marvel et les trucs ouvertement politiques. Bon flanc pour moi. Bah après, bon, le fait est que cet exemple-là, justement, est plus sanctifié, plus facile à aborder en fiction. Il y a combien de films, il y a combien de romans, il y a combien de trucs sur la Seconde Guerre mondiale précise, parce qu'en général, c'est un truc qui met tout le monde d'accord. Tu vois, c'est comme dans The Boys, quand Stormfront, qui pareil est une allégorie de l'Amérique de Trump, répond les gens sont d'accord avec moi, ils n'aiment juste pas entendre le mot nazi. En fait, tout le monde est d'accord avec elle, elle soulève les foules, mais quand on dit que c'est une nazie, d'un seul coup, ah bah non, non, je suis pas d'accord avec une nazie quand même. Alors qu'en vrai, les idéaux des nazis sont applicables au quotidien, dans la bouche de certains partis politiques, etc. Enfin, on rappelle qu'il y a des pays dans le monde où c'est encore illégal d'être homosexuel, où il y a encore des massacres d'homosexuels très très régulièrement. Oui, Arnaud? Non, j'allais placer le mot Ouïghour, tout simplement. Oui, voilà, aussi au hasard. Mais après, là, ça, c'est encore un autre délire. C'est les Chinois, justement, sera probablement l'allégorie dans 100 ans. Tu vois, quand on devra dire ce qui s'est mal passé, on parlera probablement du gouvernement chinois. Enfin, de la République démocratique de Chine. Mais populaire de Chine, pardon. Mais bref, tout ça pour dire, grosso modo, que c'est évidemment plus facile d'en revenir à la Seconde Guerre mondiale, que tout le monde connaît, etc., plutôt que de se positionner par rapport à ces sujets politiques. Quelque part, voilà, t'as Spider-Man Life Story, tu vois, qui pareil pose quelques questions au passé américain et tout. Il faudra voir ce que fait Fantastic Four Life Story sur ce sujet-là, parce que Mark Russell, c'est un mec qui a des choses à dire. En super-héros, t'avais aussi Snagglepuss de Mark Russell, tu vois, qui revenait un petit peu sur l'homophobie et la censure du parti McCarthyiste. Donc non, ça existe encore, c'est juste que ce genre de boulot particulier, en fait, résonne plus fort aujourd'hui parce que y a des variables qui font qu'entre guillemets le débat redevient plus actuel, quoi.
Voilà, c'est tout. Voilà, donc ça s'appelle Magneto le Testament. Donc, comme l'a dit Corentin, c'est une édition qui est grand format, donc c'est très grand. C'est quasiment un album de franco-belge, c'est peut-être même un peu plus grand. Donc, ça Oui, c'est permet plus grand. d'apprécier en très grand format les planches de Carl Benedict Giandomenico avec les couleurs de Matt Hollingsworth. C'est très beau, donc voilà, c'est bien écrit, bien dessiné, c'est important. Je pense que si vous ne l'avez pas lu, ça mérite que vous le lisiez. Donc c'est disponible pour 28 € en librairie. Et on va continuer encore du côté de Panini dans ce podcast, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux non plus. Il y avait quelques trucs à rattraper. Et là, un projet un peu plus particulier. Alors bon, Un on peu est moins intéressant. un peu moins politique aussi, et un peu moins, Oui, et un peu, beaucoup moins politique. et un Oui. peu moins Bresson. Donc c'est bien, ça va un peu nous alléger quand même, parce que voilà. Spider-Man de père en fils, qui est donc le one-shot, la mini-série Spider-Man de J.J. Abrams, le célèbre réalisateur, et son fils Henry Abrams, avec Sarah Pikeli au dessin, qui avait un peu défrayé la chronique l'année dernière, ou c'était déjà en 2019, le temps passe tellement vite, Corentin. Parce qu'en fait, pas forcément à cause du bouquin, mais plutôt par la façon dont Marvel avait communiqué dessus, puisqu'ils avaient décidé de faire un décompte, en fait, à base de teasers, comme ils ont fait. C'était horrible. Ouais, C'était un décompte 4, 3, 2, 1. ouais, Et dont le 4 reprenait la typographie du Spider-Man de la de- trilogie Raimi. ouais. Et Alex Ross avait retweeté avec un commentaire en mode genre It's happening ou je sais pas quoi. Non, ouais, c'était très bizarre. Et donc, beaucoup de gens, en fait, avaient cru que du coup, c'était une adaptation en comics du Spider-Man 4 de Sam Raimi. Oui, Voilà, Corentin. en fait, Alex Ross avait retweeté ce truc-là avec une image du générique, qu'est-ce que c'est le générique de Spider-Man 2. En fait, reprend les scènes Spider-Man 1 dessinées par Alex Ross. Ouais. Et il avait dit It's happening avec une image du générique de Spider-Man 2 où Spider-Man a Mary Jane dans les bras. Donc à l'époque, évidemment, tout le monde croyait que c'était ça. Et Marvel, les premiers, n'ont pas été idiots, justement. Et en fait, après, Alex Ross a supprimé son post. Et pendant genre un an et quelques, tout le monde lui a posé la question, il n'a jamais voulu répondre. Voilà. Ouais, mais parce que peut-être que lui-même a cru que c'était ça, en fait. Je Probablement. pense qu'il s'est fait berner, il s'est fait carrément berner, puisqu'en fait, le jour d'après, il y avait un 3, donc on savait que c'était juste un décompte. Donc voilà, c'était un coup de pub assez foireux de la part de Marvel. Et finalement, alors, l'annonce, c'était, voilà, on a quand même J.J. Abrams, le réalisateur de Super 8, des Star Trek, qui Star reprenait Wars. Star Wars. Voilà, donc un mec qui était quand même très apprécié encore, enfin qui est toujours apprécié, je pense. Non. Pas beaucoup. Non, Star Wars 9. Voilà. Il est plus Ouais. apprécié du tout. Oui, mais je vous invite à lire le livre sur Star Wars de Monsieur Thibaut Claudel pour avoir un petit peu de contexte c'est pas que- c'est pas que de sa d'explication, faute, parce on que est c'est pas d'accord. que de la faute de Abrams, c'est que voilà, enfin, C'est quand même de sa faute. C'est pas que de sa faute, mais c'est de sa faute. C'est un lourdingue qui ne sait faire que des remakes. Ouais, je vais m'énerver. Ouais, non, Vas-y. ne t'énerve pas. Et donc voilà, donc il était annoncé au scénario t'aime bien, JJ, je d'un t'aime bien. Spider-Man, sauf qu'il est aussi annoncé avec son fils, et donc forcément il y avait eu un peu une vague de tout ça pour ça quand même. C'est juste J.J. Abrams qui a profité de sa notoriété pour faire passer un contrat de rédaction à son fils. Tu as une préface qui explique un peu plus la jeunesse du projet, qui montre quand même en fait les liens en fait avec Nick Lowe notamment, qui est éditeur, et qui montre en fait. Je sais que tu l'aimes pas, Nick Lowe, Corentin, mais calme-toi un petit peu. Pire mec. Mais je sais que tu l'aimes pas. Depuis qu'il est sur Spider-Man, il n'y a rien. Comme vrai, continue. Mais bon, quelque part. Mais enfin voilà, qui explique que voilà, les mecs se connaissent depuis longtemps, qui arrivent. Enfin, ça justifie pas forcément. Enfin, ça veut pas dire non, mais c'est bon. Du coup, c'est ça. C'était un bon projet en devenir. Disons que ça aurait pu être plus explicité dès le départ pour montrer que c'était pas juste du cooptage. Tu vois, que c'était pas juste un gros coup de piston, même s'il y a forcément une petite part de vérité. Mais donc voilà, cette mini-série, de quoi ça parle, Corentin? Eh bien, c'est surprenant. Ce que tu dis, Corentin. C'est surprenant, puisqu'on s'attendait au départ, on s'attendait un petit peu à ce que ça nous parle que ce soit J.J. Abrams qui nous parle de Spider-Man Peter Parker, mais en fait non, puisqu'on est clairement dans du récit d'auteur, dans le sens où c'est vraiment un duo d'auteurs en tout cas qui se réapproprie un univers et qui propose un point de vue sur ces personnages, avec donc d'entrée de jeu, c'est les premières planches, donc il n'y a pas de spoiler là-dessus, c'est juste pour vous présenter le pitch. Grosso modo, Peter Parker et Mary Jane ont un fils, Ben Parker. Au bout d'un combat contre un ennemi qui s'appelle Cadaverous ou Cadaveric en français. Oh, putain. Ouais, pas ouf. Hein. Mais
On va y revenir. Donc, Mary Jane se fait tuer. Peter Parker, déprimé, et renie complètement son rôle et décide de quitter en fait la ville en laissant Ben Parker aux soins de Tante May. Et donc, on se retrouve du coup 12 ans plus tard avec un Ben Parker adolescent qui va petit à petit découvrir qu'effectivement, il a aussi les pouvoirs de Spider-Man. Et ceci va entraîner quantité d'événements dans la suite. Corentin. Oui, alors du coup, c'est bien ce que tu dis. De quoi ça parle, Corentin? Après, tu dis de quoi ça parle. Après, après, tu redis Corentin. Et qu'est-ce que je dois dire du coup? Tu nous donnes ton avis sur ce récit, Corentin. Alors, c'est effectivement bon. Niclo. Quand il annonce la série, alors déjà avec ce teasing qui était putassier et vraiment. Mais c'est pas le bouquin. Non, mais c'est le teasing. laisse-moi, tu vois. Il faut que ça sorte avant que je puisse parler du bouquin. Parce qu'en plus, j'ai pas détesté le bouquin. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait avec ce numéro 4. C'est des grosses merdes. Je déteste Niclo. Voilà. Quand Niclo il te parle de cadavérique, il dit que c'est le plus grand vilain de Spider-Man qui a jamais été inventé. Donc limite il se torche le cul avec tous les auteurs avec qui il bosse en ce moment, tu vois, c'est déjà dégueulasse. Mais ça c'est du marketing. Ensuite 5 numéros, Pichelli qui revient pour faire ça a aucun intérêt. Pichelli. Bah oui, voilà. C'est Pichelli? Bah bien sûr. T'es sûr? On est en italien, mec. Hein? C'est de l'italien, donc c'est Pichelli. T'es sûr que c'est pas Pichelli? Non. Je suis redit Pichelli, moi. Non, mais non. Moi, je vais dire Pichelli encore. Mais non, pour t'énerver, mais respecte cette dessinatrice. D'accord, donc Sarah Pichelli. Tu sais qu'un jour on va la voir en Super Friends et tu vas beaucoup moins faire le fier. Hein. Oh, je dis encore Brian Kevogan, tu sais. Finalement, j'ai jamais renoncé mais Salmani et le Punisher, tu vois. Et voilà. Toi, tu dis bien Steve Dillon et Ivan Rice. Continue. Donc, tu veux qu'on discute? Donc, la promo était horrible. La promo était putassière, elle était nulle. Et effectivement, le fait de voir Henry Abrams, alors je sais pas du tout qui a fait écrit quoi, ça ressemble quand même vachement plus à du JJ, qui est toujours un mec qui a une façon de projeter l'intrigue. Voilà, c'est l'intrigue. Les films de JJ Abrams sont toujours des films qui sont toujours en mouvement, où il y a très peu de pauses, où on interroge très peu justement le statu quo. C'est toujours une sorte de fuite en avant. Une sorte de course permanente, etc. Regardez le 9, c'est ça, c'est on enchaîne un événement, ça court, ça cavale, course-poursuite, scène d'action, dialogue, scène d'action, course-poursuite, etc. Donc en l'occurrence, ça correspond assez bien à ce format de récit, à la différence près que justement le problème c'est que ça manque de contexte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé le coup des 12 ans, ça part plutôt bien, on découvre donc Ben Parker Junior quelque part, enfin donc le fils de Peter Parker. Et puis tu te dis, ouais, c'est pas si mal finalement. En plus, ça interroge le côté père-fils. Donc c'est intéressant que c'est écrit par un père et son fils. Voilà. Mais en plus de ça, il y a ce côté Ultimate Spider-Man on retrouve un Spider-Man adolescent qui dragouille une petite nénette, qui découvre ses pouvoirs, il est tout mignon et tout. Il n'est pas tant tête à claque que ça. Mais ensuite, il faut reconnecter à l'intrigue du premier numéro, c'est-à-dire avec Cadaverous et cette relation avec Mary Jane et Peter. Cadavérique, hein, du coup. Oui, non. Donc Cadaverous, donc cadavérique, qui est un vilain nul, qui a très peu d'intérêt, les pouvoirs. En fait, ça devient farfelu dès le numéro 3, grosso modo. C'est-à-dire que dès le numéro 3, on reconnecte avec l'actualité, on va dire, de ce monde-là, qui, encore une fois, manque de contexte. On ne sait pas trop ce qui est arrivé aux Avengeurs avant certains numéros. Clairement, Abrams va piocher dans la mythologie Marvel Studios pour poser certaines caractérisations. Il y a même un élément de décor qui est vraiment un hommage à Marvel Studios. On respire très peu en fait dès le numéro 3, c'est-à-dire que ça fuse, ça va trop vite, c'est chargé de conneries, de personnages qui reviennent, qui ont rien à foutre là, qui sont pas utiles au récit. Il y a des scènes d'action des finitions de scènes d'action, c'est-à-dire des combats qui se terminent avec des jeux de mots qui passent pas forcément ultra utiles. La fin du volume est assez abjecte, je trouve, par rapport à tout ce propos sur le deuil. Et à ce côté, il faut accepter en fait que c'est fini, qu'il faut tourner la page et tout. Là, c'est l'inverse, grosso modo, c'est genre non, accepte pas, surtout pas. Toute ta vie, il faut que tu sois en colère contre ce truc-là, parce que finalement, tu vas avoir gain de cause à la fin. Ce que je trouve vraiment une morale très discutable. Je suis vraiment pas fan des designs qu'a produit Pichelli pour justement le vilain Ah si, il est mortel. Oh non. Moi j'aime bien cet aspect vraiment dégoûtant. C'est vraiment c'est ça, ce côté cadavéreux quoi. Prenons le vilain. Les espèces de sbires qu'il a qui sont juste des xénomorphes robotiques, pas très inspirés. Non, ça et va, puis alors du coup on va pas spoiler, mais il y a des personnages dedans qui reviennent, on va dire, qui ont pareil des designs semi-robotiques. Ouais. Ça c'est très peu inspiré. Enfin, d'une manière générale, c'est pas désagréable à regarder, hein. C'est juste que c'est pas du grand Pichelli, c'est pas du grand elle a changé son style parce que t'as l'impression qu'il a peut-être un aspect crayonné qui est plus conservé par l'ancrage, en fait, tu vois, qui appuie moins.
Et je sais pas, ou alors si c'est un trait avec les couleurs, mais tu as quand même un trait qui est un peu plus léger que ce qu'elle a pu faire des années. Moi, j'ai un peu ses débuts sur Miles Morales en tête, quoi. De l'époque où ça me semblait un peu, à la fois un peu moins chargé. Et en même temps, là, tu vois, notamment quand tu vois les décors et tout ça, tu as l'impression qu'il y a un ancrage qui est vraiment très léger pour que les couleurs puissent permettre d'avoir une sorte un peu d'aspect peinture Ouais, avec ça les c'était déjà un colorations. peu le cas avec les Guardians of the Galaxy qu'elle avait fait avec Bendis, je crois. Ouais. Hein. Mais après, je sais pas, je suis pas un fervent lecteur de Bekele, à part effectivement Bah, elle fait un petit peu, Ultimate elle fait un et petit les peu Guardians. évoluer son style. Moi, je trouve ça quand même assez joli dans Non, mais l'ensemble, c'est hein. joli, c'est joli. Après, juste, les designs sont pas inspirés, ça fait très jeu vidéo, quoi. Enfin, les designs des vilains. Il y a, voilà, effectivement, il y a un peu d'horreur, il y a un peu de violence, pas forcément désagréable. Tu vois, voilà, le mec juste avant, là, qui ressemble vachement à Stanley, lui, pour le coup, je trouve que c'est pas un très bon personnage. Je comprends pas ce qu'Abrams essaie de faire avec, s'il essaie de coller à l'écriture du MCU ou quoi. Non, et puis en fait, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que tu as pas mal de moments en fait où ça essaye d'être drôle alors que l'instant Ouais, est techniquement dramatique. c'est ça, ouais. Et en même temps, Bah, ça te MCU. Ouais, Metal ouais, MCU, tu vois. c'est un petit peu ça, sauf que du coup, ça prend pas du tout parce que c'est même pas en adéquation aussi avec le style, justement. Parce que, ouais, t'as des scènes qui sont vraiment horrifiques. T'as quand même un super vilain qui, on va dire, évolue de forme au fur et à mesure de l'intrigue, qui devient réellement monstrueux. Enfin, on est vraiment sur un truc bien, bien, bien hardcore, quoi. Toutes les scènes, voilà, tout ce qui arrive aussi. Avec ces tuyaux, on va dire, ce côté très presque gigerien, tu vois, à la limite, si Ouais, tu, bah, si, si tu veux le encore faire, une quoi. fois, un Mm. Xenomorph robot, hein. Ouais, ouais. Mais bah en fait, et du coup, ouais, t'as des dialogues machin qui sont très très bizarres. En plus, il y a quelques erreurs enfin il y a quelques passages de traduction qui sont vraiment chelous avec des traductions un peu littérales qui ont vraiment du mal à passer pour le coup. Et je suis pas un expert pour les déceler, tu vois, parce que par exemple, enfin voilà, tu sais, la fameuse histoire de presse, je l'avais pas vue, tu vois, la première lecture là-dessus, je fais un peu plus attention maintenant quand je lis, et là, effectivement, il y a des tournures de phrases, par contre, c'est très bizarre et ça te sort un petit peu de la lecture, donc c'est un petit peu dommage Mm. de pas avoir, je sais Mais pas. justement, toi, je peux te poser la question par rapport à la fin, vu que c'est un sujet qui peut te paraître peut-être Ouais, plus ouais. personnel qu'à moi. Bah non, bah justement, le fait est que même le départ, enfin même le départ sur le fait qu'il perde sa mère, c'est amené d'une façon, ça une shock value un petit peu, tu vois, mais l'émotion, il en manque, tu vois. Bah oui, oui. L'émotion, il en manque, et oui, et par rapport à la conclusion, bah c'est à la fois, ça annule quelque part le propos du début au final, et puis en fait, quelque part, tu remplaces, je sais pas, tu remplaces une perte par une autre, ou je sais pas, ouais, et du coup, ça n'a pas non plus trop de sens. Par contre, moi, ce qui m'intéresse sur la fin, c'est mais donner à Henry une suite, parce que Bah voilà, le, ouais. le tandem, si tu veux, qu'on te présente sur la conclusion, pour moi, est volontairement ouvert pour appeler à un follow-up, quoi. Et celui-là, j'ai bien envie de le voir parce que pour le coup, ce serait vraiment intéressant d'avoir. Parce que même sur l'idée de la prise de position, d'avoir Ben Parker. Je suis pas le plus grand expert de Spider-Man, mais ça n'a pas été fait d'avoir ce gamin en lead, en fait, d'avoir quelque chose comme ça. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Il y a Renew Your Vows, par exemple, qui est Ouais. justement. Alors, c'est pas Ben Parker, c'est une fille qu'ils ont dans Renew Your Vows, tu vois, en disant justement que elle va faire. C'est May Parker, je crois. Oui, Si je dis parce pas de qu'elle était conneries. présente aussi dans l'univers Oldman Logan Alors, et tout. Je sais pas si c'est Spider-Girl Mayday Parker ou si c'est une autre Spider. Bref, peu importe, c'est une version du multivers dans lequel ils ont eu un enfant. Donc c'est pas totalement inédit, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le fait de les premiers numéros, en fait, il est ce jeune Ben Parker justement qui va au lycée, il dragouille Ito Faye, le machin, qui est une petite nénette trop mignonne, engagée et compagnie. Enfin, moi ça me va, tu vois, ce genre d'arc-là, ça me va. Mais limite, en fait, ça pourrait appeler une sorte d'Ultimate Spider-Man bis, Ouais, c'est où ça. tu pourrais suivre un jeune Peter Parker qui serait l'héritier du vrai, Mais quitte c'est à pour ça mettre que, une ouais, dynamique familiale en place et que le compagnie, tu départ vois. est vachement intéressant dans cette proposition et même du rapport par rapport, en fait, à la découverte de ses pouvoirs, de ses responsabilités, de ce que ça veut dire en fait d'être un Spider-Man, et notamment par rapport, bah, quand même, à un Peter Parker qui a fui ses responsabilités, et le fait effectivement que ça parle de ce rapport du père-fils, c'est que c'est écrit par un duo qui est père-fils, c'est vachement bien en fait, parce que t'as ce petit côté méta, tu vois, qui est assez sympathique. Mais en fait, ouais, effectivement, entre cette ouverture, on va dire, des deux premiers numéros, puis la toute conclusion, bah, en fait, t'as ce cheminement avec Cadavérique, avec ces ensembles de péripéties, bah, en fait, qui te font sortir de la proposition de départ pour aller dans quelque chose de beaucoup plus simpliste, on va dire, d'un peu moins attendu, et qui jure, en fait, qui empêche de complètement fédérer au propos, parce que le propos, en fait, disparaît un petit peu pour Bah se oui. concentrer sur de la bagarre de super-héros C'est ça, classique en par rapport au final. à la maquette, du coup, je trouve aussi assez curieux d'avoir gardé la cover du numéro 1 VO pour la cover de ce Bah, relié. c'est parce que c'est Coppel. Bah ouais, ouais, mais du coup, enfin pour moi, elle est, comme on dit en français, misleading. Oui.
Mais tout le monde avait été misleadé, parce que moi j'ai retrouvé Elle est trompeuse. Oui, c'est ça, merci. Parce que je me rappelle des tout premiers articles que j'avais fait quand on avait parlé de cette annonce où on disait que c'était un truc où Cadavéric allait faire chier Peter Parker et Mary Jane. C'est pas du tout le cas. Oui, bah oui, Mais oui. parce qu'il s'était bien gardé. Ça avait été bien. Et je sais que ça avait fait un bad buzz un petit peu autour du truc parce que personne ne s'attendait, quand c'est sorti, à ce que ce soit une histoire en fait autour du fils de Spider-Man. Et ça, par contre, tu vois, ça avait quand même réussi à créer une surprise. Alors, tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais non plus. Et c'est quand même bien aussi d'avoir encore des œuvres qui réussissent à créer une surprise dans le mainstream, ou quand même, je sais pas, enfin moi je préfère quand même cet arc-là, enfin ce tome-là, à la plupart des arcs de Nick Spencer où tu t'emmerdes, tu vois. Tu sais, c'est rigolo, là je t'écoute parler et je pensais à un film de Bertrand Blier. Je sais pas si c'est Buffet froid ou je sais plus. Enfin, il y a un film de Bertrand Blier dans lequel joue Bernard Blier, le père de Bertrand Blier, le réalisateur, dans lequel Gérard Depardieu tue Bernard Blier. Et en fait, avant qu'il tourne la scène, Bernard Blier va voir son fils, du coup il lui fait tu vas quand même pas tuer ton père. Mais tu vois, là je pense, en fait, en termes d'allégorie, ils l'ont écrit à deux cette histoire quand même. Le rapport père-fils, il est pas très joyeux, non? Je sais pas, ils avaient un truc à exorciser ou quoi, je sais pas. C'est vrai. C'est peut-être genre tu sais, Henry Abrams qui dit à son père t'as jamais été là parce que t'es toujours en train de réaliser des Après, films. mais ça c'était vachement. Ouais, non, mais bah il y a sûrement, mais peut-être que JJ essaie de rattraper quelque chose aussi par rapport à ça, et peut-être que c'est C'est très masochiste du coup. quelque part une Par forme rapport à de. ce qui arrive à Peter, c'est très masochiste. Oui, mais c'est quand même une forme de réconciliation, tu vois, au final, malgré la tournure tragique, parce qu'il faut toujours avoir des tournures tragiques dans les super-héros, parce qu'il faut du drama pour devenir un super-héros. Mais oui, il y a peut-être une forme un petit peu de peut-être D'autoflagellation. Non, moi je le vois pas du tout comme ça, mais vraiment dans le récit en fait d'avoir effectivement un duo qui arrive, si tu veux, pas à se réconcilier parce qu'ils l'ont fait ensemble, mais quelque part à un peu, ouais, effectivement, exorciser une histoire personnelle et la poser sur le papier avec des personnages dont ils sont fans tous les deux. Et ça, je trouve que dans l'intention, bah moi j'aime bien, enfin j'aime bien Ouais, savoir ouais. d'avoir ce genre de. Bah, moi je vais même te dire, enfin je serais pas contre que. C'est triste à dire parce qu'il y a quand même des très bons scénaristes dans l'industrie. Si Henry Abrams veut continuer son histoire de Ben Parker tout seul, entre guillemets, sans son daron, maintenant que voilà, tu vois, pourquoi pas. Je veux dire, effectivement, c'est un propos qui pourrait développer, mais tu vois, moi, je vois des réflexions, en fait, je vois des paraboles, etc. Mais ça me paraît juste mal branlé sur la fin, quoi. Genre, comme si ils avaient bifurqué au troisième numéro. Peut-être que les retards aussi expliquent ça, tu vois. Peut-être qu'en fait, si tu veux, ils avaient prévu un truc de plus longue haleine ou qui serait fait différemment. Non, je crois pas. Parce que c'est pas juste Pikeli qui les a mis en retard, quand même. Enfin, ça me paraît très curieux. Bah, elle prend. Alors, non, je sais pas comment elle dessine, si elle prend autant de temps, mais après, c'est pas la première fois qu'il y avait des retards sur des titres avec Pikeli récemment. Ouais. Moi, j'ai l'impression vraiment que l'histoire. Pardon. Excusez-moi, on sort d'un très bon kebab. Et que l'histoire vraiment prend un tournant au bout de 3 numéros et part sur un truc qui n'a même pas grand chose à voir en termes de thématique, justement. Donc, limite, c'est dommage, il aurait fallu un truc plus étendu, peut-être plus. Enfin, de mon côté, en tout cas, si on doit tirer un bilan, encore une fois, je dirais que s'il y a peut-être d'autres trucs plus importants à lire sur Spider-Man en ce moment, c'est pas inintéressant, c'est très joli. En plus, là, si par vous aimez les rouges, c'est joli. Par contre, justement, en termes de couverture, parce que ça fait partie de ces titres qui bénéficient d'un peu de promotion en fait de la part de Panini, parce que c'est quand même techniquement, c'est censé être leur blockbuster de début d'année. Ils ont fait une couverture spéciale par Marini qui, pour le coup, est vraiment jolie, tout en peinture, avec Cadavéric du coup dessus, mais qui, pour le coup, rend vraiment pas mal. Mais par contre, le vrai bon délire qu'ils ont fait, c'est de faire une édition spéciale grand format en noir et blanc. Il y a notre ami artiste Paul Renaud qui se l'est procuré, qui a fait une vidéo sur ses réseaux sociaux en public. Vous pouvez donc consulter, où tu vois un peu le rendu des planches de Pikeli en noir et blanc. Là, pour le coup, quand même, ça, graphiquement, c'est quand même assez bien frappe, quoi. Moi, j'aime bien les couleurs. C'est une question de point de vue, mais disons que rouge voilà. comme ça me va bien. Après, c'est vrai que ça peut être plus gigerien encore en noir et blanc. Ouais, je pense aussi. Donc voilà, c'est. Toi, tu conseilles ou... Franchement, alors ça dépend de ton budget en fait. Disons que absolument, si tu es limité dans tes lectures du moment et tout ça, je te renverrai vers d'autres titres auparavant, ne serait-ce que pour le Testament à la limite de Magneto, même si c'est un peu plus cher, quoi. Mais je pense que c'est plus important. Après, ouais, c'est pas prenez-le avec un groupe de potes, prêtez-vous-le et tout ça. C'est pas inintéressant. Je trouve que c'est vraiment pas inintéressant, donc je vais pas le déconseiller en tout cas.
Là, c'est Non, vraiment non le, plus, je vais pas le c'est vraiment le déconseiller, type de mais récit où je dis, ouais, en fait, là, c'est vraiment un truc, ça, à mon avis, c'est vu le propos, enfin, vu ce que ça raconte, la prise de position, c'est soit ça va passer, soit ça casse. Mais pareil, hein, j'essaie de me renseigner un petit peu autour de mon entourage web comics. C'est le vent et la nuit, hein. Il y a des gens qui sont horrifiés par le truc, qui hurlent à la mort, et d'autres, par contre, qui s'enjaillent complètement. Donc, c'est un récit qui divise, hein, ça, c'est sûr. juste un truc qu'on a oublié de dire. Évidemment, normalement, ça devrait aller de soi, entre guillemets, pour une série Spider-Man. Si vous êtes arachnophobe, il y a des planches qui sont un peu compliquées à regarder. Ou si vous aimez pas les insectes en général. Si vous avez peur des insectes en général, il faut pas l'acheter. Oui. Voilà. Il y a des trucs qui sont plutôt graphiques. On va Oui. dire. Ok. Voilà. Écoute, on a bien discuté là-dessus, donc voilà, donc c'est disponible Non, c'est agréable. J'aime bien t'écouter parler. Ouais. dans différentes éditions, tout simplement donc Oui. chez Panini. Voilà, Spider-Man des Abrams. Et du coup, eh bien, on va continuer. Donc la version normale, du coup, avec la couverture de Coppel, c'est 18 € pour information. On vous rappelle, hein, comme dans chaque podcast Back Issues, que si vous allez sur Ocha pour regarder la petite description de notre podcast, il y a des liens pour commander l'un ou l'autre album chez nos amis et partenaires de Comics Zone à Lyon, et que si vous commandez chez eux, ça nous fait une petite aide, un petit bonus, j'allais dire, mais les deux marchent très bien. Donc voilà, vous pouvez soutenir un comic shop indépendant et un podcast indépendant. Wow. Quand même, le monde est bien Vive fait. l'indépendance. Le monde est bien fait. C'est vrai. Et on passe du côté d'Urban Link, par contre, hein, pas d'Urban Comics, puisqu'on est là pour parler de titres jeunesse. Corentin, toi qui n'aimes pas la jeunesse, il est servi quand même. Ah, il est content. Il est content. Ouais, j'aime bien Scotty Young. Mais tu as bien raison. Et donc, on est là pour parler de Middle West de Scotty Young et Jorge Corona. Donc, un titre qui est publié dans le label Urban Link et qui a gagné, le premier tome a gagné donc le Fauve Jeunesse 12-16 ans. Donc, à l'heure où on enregistre ce podcast, là en février 2021, le deuxième tome sur 3 vient de sortir. Donc, c'était la parfaite occasion de pouvoir un petit peu se repencher dessus. Corentin, du coup, cette fois, je vais vraiment te laisser un petit peu présenter Middle West, donc de Scotty Young et Jorge Corona. Oui, alors c'est une histoire qui va pas surprendre grand monde du côté des amateurs de Scotty Young, puisqu'il a toujours eu un penchant pour justement les histoires jeunesse, les histoires plutôt légères, avec de jeunes garçons qui généralement s'inspirent un petit peu de son enfance à lui. Là, c'est très inspiré de son enfance à lui, puisque justement, Scotty Young le dit lui-même, c'est un enfant du Middle West. Donc le Middle West, qui est cette part de l'Amérique, on va dire l'arrière-pays américain, qui est pas au niveau des côtes, mais qui représente un petit peu tous les États intermédiaires entre la East Coast et la West Coast. Des États, ou plutôt du côté de l'Ouest, des États généralement assez ruraux, avec un petit penchant pour... je sais pas si vous avez joué par exemple à Far Cry 5, ça c'est le Middle West par exemple, tu vois, c'est le côté un petit peu des agriculteurs, des mecs un petit peu de droite, un petit côté un petit peu magique, pour justement, c'est comme ça que lui le décrit. Magicien d'Oz. Oui, un petit peu aussi. Il a eu l'idée justement de Middle West en composant un dessin, en fait, une illustration, où un jeune gamin dit à un fermier avec une casquette et une salopette et une chemise à carreaux, vous ressemblez pas vraiment à un magicien. Et justement, il s'est interrogé un petit peu lui-même sur le sens de ce dessin en se disant, comment est-ce que je pourrais transposer un monde de fantasy, une histoire fantastique un peu, on va dire, à la Harry Potter pour schématiser très grossièrement, dans ce contexte que j'aime, qui moi m'évoque justement des figures familières, des figures de la magie, des figures du mystère de l'enfance, etc. Et donc il compose Middle West, donc l'aventure d'un jeune garçon qui au départ est livreur de journaux, qui a un père violent dont la mère a disparu. Elle est partie. Elle est partie, ouais. Elle est pas morte. Voilà, je n'ai pas envie de spoiler, mais merci Arnaud. Qui a un meilleur ami renard qui est très inspiré par le renard du Petit Prince, puisque c'est un renard sarcastique et très caustique et très affectueux, très mignon, qui commente un petit peu sa vie en lui disant que c'est une petite baltringue. Et un jour, le gosse va décider d'arrêter d'être livreur de journaux, ce qui va beaucoup énerver son père. Et là rentre le mystique dans l'équation, puisque l'enfant va s'enfuir et explorer le Middle West avec ses mages bizarres et ses créatures fantastiques, très américaines. Voilà. Et c'est très joli. Voilà, il s'enfuit suite à une énième colère de son père, ou là aussi je ne spoil pas parce que c'est le pitch du début, c'est un peu pour vous inciter à découvrir le truc. Une colère tempétueuse. Voilà, une colère tempétueuse qui grosso modo transforme son père littéralement en tornade monstrueuse, quoi, en être de tornade, on va dire. Et c'est aussi à ce moment-là que
Donc Abel découvre en fait que en réponse à cette peur et cette colère, il a aussi une marque qui apparaît sur son corps et qui témoigne aussi que lui aussi porte une forme de malédiction qui atteint peut aussi, s'il ne contrôle pas ses émotions, le faire devenir peut-être ce genre de monstre. Et donc d'abord il part simplement en fuite parce que il faut fuir cet environnement toxique. C'est hyper douloureux. Et là, pour le coup, par contre, la traduction, chapeau. Il faudrait que je retrouve qui l'a faite sur cet album. Mais la retranscription donc, des dialogues entre Abel et son père, donc il s'appelle Julien Di Giacomo. Écoute, Julien, vraiment. Il dit quoi à la place de. Ah, c'est peut-être spoiler. Ouais, donc garde-la toi pour le mot en F, qu'est-ce qu'il dit à la place pour du off, on en reparlera D'accord, hors ok. micro. Mais les échanges, notamment sur la dureté des échanges entre Abel et son père, c'est dur. Tu peux comprendre aussi un petit peu pourquoi ça parle, pourquoi c'était mis en Urban Link par rapport à ce propos, puisque l'adolescence, généralement, le rapport conflictuel avec tes parents, c'est quelque chose qui peut se retrouver. Puis dans les familles décomposées, c'est également le lot, hélas, de pas mal d'adolescents, tout simplement. Mais donc voilà, d'abord, ils s'enfuient pour cette histoire de famille toxique, puis ça devient une quête, en fait, simplement pour essayer de savoir comment guérir de la marque qu'il a, comment essayer de sortir de sa condition. Et puis ça part vraiment en voyage fantastique. Pour moi, je trouve que le référent principal, c'est clairement le magicien d'Oz. C'est pas du tout innocent, puisque Scotty Young a travaillé justement sur la mythologie de Oz auparavant. Oui. En scénariste et artiste, du coup. Là, en l'occurrence, il est juste scénariste. Mais... Et voilà, et ça nous emmène au travers à la galerie de personnages, des personnages menaçants, des personnages plus féeriques, des mages. Dans le premier tome, notamment, il trouvait refuge quelque part, parce que c'est un récit qui prend son temps aussi, qui arrive à se poser sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour faire vraiment évoluer la situation de ces personnages, donc avec un cirque, où quelque part, il trouve une famille d'accueil. Le thème familial, donc, reste encore très présent. Sauf que, voilà, des événements arrivent qui le poussent à devoir quitter un moment ce cirque. Et donc là, c'est à peu près le début du volume 2, où justement la quête reprend, alors que son père a aussi décidé, lui, de partir à la recherche de son fils, parce que malgré tout, il l'aime, puis il n'a pas envie de... son fils lui a manqué de respect, mine de rien, en se barrant, et il veut le corps. Il est vraiment atroce. Mais c'est vraiment la figure aussi des parents très violents et très toxiques que tu peux avoir dans certains bouquins de Stephen King, par exemple, tu vois, qui sont vraiment glaçants. Dans des contes de fées, La Marâtre, Cendrillon, etc. Tu vois, oui, c'est vrai, j'avais pas forcément... vu que c'est dans le Middle West et que c'est aussi... franchement, c'est clairement aussi des villages de l'Amérique de Stephen King, quoi. Donc, extrêmement dans ça, tu vois, vraiment le père de la gamine, là, qui est atroce. C'est vraiment ce genre de figure que tu retrouves. Et puis les dessins, l'univers, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est super beau. Alors peut-être que là aussi on pourrait pester en disant putain, mais ce format un peu petit par rapport à la beauté des planches, ça mériterait d'être un peu plus grand. Moi je trouve que ça reste adapté. Je trouve que par rapport au public que c'est censé cibler, c'est bien. Et techniquement, toi et moi et celles et ceux qui nous écoutent, peut-être, on est assez de toute façon assez lucide pour savoir que c'est pas un truc à qui c'est destiné en premier lieu, mais qui nous parlera aussi clairement, qu'on peut aller approcher. Donc j'ai aucun souci avec ça. Mais je trouve que le format correspond bien à l'aspect intime de l'histoire. Quelque part, juste un petit héros dans un très grand monde. Il y a ce côté, j'allais dire manga, non, c'est pas ça. Mais il y a ce côté vraiment les bouquins que tu aurais pu lire quand tu étais gamin, si tes parents t'avaient filé des bons trucs à lire et pas du Spirou. Mais là, pour le coup, il y a du bon Spirou, mec. Alors, le petit Spirou, moi j'ai jamais aimé le petit Spirou. Je suis désolé, je sais que l'auteur est mort récemment, mais. Non, mais t'as dit le petit Spirou, t'as parlé de Spirou en général, là. Oui, je faisais. Mais bref. Donc tu vois, là pour le coup, ça fait vraiment le truc que t'aurais pu lire quand t'étais gosse. Et effectivement, je trouve que le format finalement. Ça reste quand même dans le mignon. Il y a des trucs qui sont assez durs. C'est très expressif comme dessin, évidemment. Ouais. Mais. Ça reste un imaginaire pour enfants qui est détourné, évidemment, qui est dévoyé, qui va beaucoup plus loin, etc. Mais ça reste un truc que justement tu peux faire lire je sais pas vraiment à quel âge tu ferais lire ça, mais entre 10 et 15 ans, je pense que ça passe, tu vois. Ouais, c'est peut-être un peu plus vieux quand même, parce qu'il y a des... un peu plus vieux que 10 ans, quoi. Je dirais 12 à partir de 12 ans. Quand on était gamin, on a vu Pinocchio. Non, pas toi, c'est vrai. J'allais dire, tu vois, Pinocchio, c'est terrifiant, par exemple, et moi je l'ai vu, j'étais petit, ça m'a traumatisé. Mais... Ouais, j'avoue, il était reçu. D'ailleurs, il y a un peu de Pinocchio, pareil, avec le cirque et tout. Ça pioche un peu dans plein d'imaginaires comme ça pour amener un côté parfois plus grinçant, parfois plus doux. Et généralement, et puis Corona, c'est quand même rigolo de se dire justement que c'est pas Scotty Young qui dessine, mais il y a quand même des tournures où tu reconnais un peu son trait. Tu sais, quand le père le soulève, par exemple, tu vois, avec la posture avec les doigts et tout, c'est vraiment justement ce côté un peu
poupie mais détourné pour faire un truc qui va te parler justement à toi lecteur adulte qui aime bien en fait ces structures de cases un petit peu très évidentes et tout. Enfin, et là, pour le coup, la tempête au milieu de l'énorme champ et tout, c'est super joli, quoi. Ouais, il y a vraiment quelques moments, et même dans la façon dont il arrive à dépeindre et renouveler l'univers, hein, parce que vraiment, on passe on va dire, de région en région, de petits endroits en petits endroits, où voilà, où au détour d'un pont, au détour d'une bicoque, au détour d'un cirque ou d'une plaine, tu développes vraiment des choses. Il y a même quelque chose un peu de Bone, notamment. Il y a une scène, notamment dans une forêt lugubre, avec plein de créatures qui seraient un peu des sortes de, je sais plus, d'écureuils ou de lapins complètement chelous et qui font peur, qui me rappellent un peu, moi, les ragarous de Bone, par exemple, tu vois. Putain, les fameux ragarous. Ouais, non, ils sont trop bien. Donc vraiment, voilà, c'est clair que c'est vraiment une très très bonne, un très bon mélange d'idées qui donne un univers qui, pour le coup, est franchement unique. Mais ça a été nommé aux Eisner, ça, non? C'est fort possible, hein. Bah, de toute façon, c'était primé. Non, c'était Angoulême. Bah, je l'ai dit juste avant, ça vient de gagner le Fauve d'Or. Je cherchais justement si ça n'avait pas reçu un truc aux Eisner ou quoi depuis tout à l'heure. Le Fauve Jeunesse 12-16 ans. Mais je crois que ça avait été sélectionné aux Eisner. C'est possible. Je dis pas si ça a gagné un prix, mais ça me semble que ça avait. Enfin bref, en tout cas, c'est de la très très bonne BD en tout cas. Voilà, non, c'est vraiment une très très bonne BD qu'on vous recommande. Il y a même dans un moment une plaine avec des espèces d'énormes lapins hamsters comme ça, avec des toutes petites têtes et des corps monstrueux qui sont beaucoup trop mignons. Donc voilà, je sais déjà ce que je vais m'amuser à gribouiller. C'est trop mignon les lapins hamsters monstrueux. Bah ouais, mais non, mais si, mais justement, parce qu'ici, comme ça, ils apparaissent tous et tout, et ils sont beaucoup trop marrants quand ils ont un design complètement dingue. Et bah voilà, c'est trop de la balle. Donc Middle West, il y a 2 tomes disponibles donc chez Urbanic. On espère qu'on a réussi à vous y intéresser, ou mieux à vous saucer là-dessus. Et en plus, bah, du coup, vu que c'est un format petit et souple, c'est 14,50 € par tome. Et franchement, vous pouvez, de mon humble avis, y aller les yeux fermés. Mais pensez quand même à les ouvrir au moment de lire, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Waouh. Ça, c'était de l'humour. Putain. Ça, c'était hyper drôle. Je ris la gorge déployée. Et bah oui, je le sais bien. Je te vois. Et donc, on va terminer, très cher Corentin, avec une petite pépite. Un petit numéro d'une 30aine de pages, mais qui vaut son pesant, qui est pas très cher non plus. Son pesant d'or. Son pesant d'or, effectivement. Son pesant de myrte. On va parler de Ruée vers l'or, on va parler de western, on va parler peut-être de Cafard, on va parler de Mutafoukaz 1886. Ouais, 1886 qui est sorti là. Il y a eu donc les fameux coffrets collector avec les cabinet cards, etc. Donc pour ceux qui ne voient pas, peut-être y en a-t-il. Mutafoukaz, donc qui est donc la série originale de Run qui apparaît en 2006 après avoir été un court métrage en 2002. Donc qui est l'histoire de Angelino, qui est un petit personnage à tête ronde et noire avec des très grands yeux, qui a été le logo d'ailleurs du site comicsblog.fr pendant très très longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas. Il en a fait partie en fait dans la bannière Facebook notamment. Ouais, voilà. Bah oui, c'était donc l'un des emblèmes du truc. C'est la série qui au départ est publiée chez Ankama et dont le succès, va inspirer la création du label 619 2 ans plus tard, dirigé par Run, l'auteur et dessinateur de la série originale. Alors pour les 15 ans, ou parce que c'était une idée qu'ils avaient comme ça, ils ont décidé de faire donc un remake ou un remix du premier arc en version western. Donc vous prenez les mêmes personnages, vous secouez un peu, vous rajoutez des cow-boys, des chapeaux, des châles et des chevaux et des trucs de western, et Simon Hutt au dessin, et Simon Hutt au dessin, pardon, Simon Hutt. Donc c'est Simon Hutt T. Voilà, Simon Hutt T. Mutafoukaz, qui récupère du coup les dessins. Donc c'est plutôt intéressant, c'est pas forcément... Enfin, c'est intéressant. C'est intéressant, si tu veux, que c'est un exercice de style. C'est-à-dire que grosso modo, c'est vraiment la même histoire, les mêmes personnages, qui sont très agréables à retrouver aujourd'hui. Il y a vraiment ce côté. C'est vraiment de l'Elseworld de Mutafoukaz. C'est ça, voilà. C'est de l'Elseworld, un petit peu comme dans Batman ou comme dans. Mais il y a eu un Justice League Batman dans le western en plus, vraiment. Comment ? Il y a eu un Batman, un Elseworld Batman ou Justice League en western. Oui, mais bien sûr, mais il y a même eu Gotham by Gaslight. Il y a eu plein de trucs comme ça justement chez les super-héros. En l'occurrence, c'est plus rare dans les BD franco-belges. Encore qu'il y a peut-être eu du Spirou en Elseworld, je sais pas. Mais typiquement, ils le font un petit peu parce que Spirou est repris par des équipes créatives différentes et chacun s'inspire et tout ça, et donc ça donne incroyable. Merci. Non, c'est vrai, mais c'est comme les Mickey. Non, mais c'est comme les Mickey chez Glénat des dernières années, qui les reprennent avec des. De toute façon, oui, Donald et Mickey, ils ont tout. Il y a même eu Donald qui était Cyrano de Bergerac dans un truc que j'ai dit quand j'étais gamin. C'est génial d'ailleurs. Pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce que disait Phenom d'ailleurs, c'est qu'on peut jouer au jeu des 7 différences, mesurer un peu ce qui était là, ce qui n'était pas là au début. Donc là, en l'occurrence, va devenir, les hommes en noir du FBI
de la CIA, de la zone 51, enfin les fameux hommes noirs complotistes qui chassent Lino parce que je sais pas si est-ce que je peux spoiler le premier arc de Mutafukas qui a 15 ans. Bon, Lino est pas tout à fait humain, on va dire, voilà. Et donc il est traqué par les services secrets américains, on va dire. Alors dans la première histoire, c'était par rapport aux nazis et aux fusées, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas encore très clair. Mais justement, cet aspect-là, un petit peu monstrueux, un petit peu surnaturel, va prendre une autre couleur chez Hot, puisque justement, lui, il dessine plutôt ça comme une sorte d'horreur un peu pulp, on va dire, un petit peu justement comme l'horreur feuilletonnante juste des magazines, de la fiction littéraire, etc. Un petit peu comme à la Lovecraft, en tout cas, c'est l'effet que moi ça m'a fait avec les espèces de tentacules qui sortent de nez, etc. Donc les hommes en noir deviennent des chasseurs de primes, Lino et Vince deviennent des chercheurs d'or, longtemps après la ruée vers l'or. Ce qu'explique Run, c'est que justement, ils voulaient transposer le côté loser en fait de Lino et Vince, mais dans ce contexte-là, ça veut dire des mecs qui font la ruée vers l'or 30 ans après tout le monde. Ouais, c'est ça, ouais. À l'époque où il n'y a plus d'or en fait. Les cafards, du coup, quand même, voilà, Lino a des cafards domestiques dans son appartement, ce qui est très bizarre, mais ce qui est très génial aussi. Là, en l'occurrence, il y a un seul petit cafard qui est là pour faire l'hommage. Et c'est toujours un petit peu ce côté parodie des États-Unis. C'est-à-dire que le style de Run et même le style de 619 au global, en tout cas les premières années, ça a toujours été un petit peu de chercher les sous-cultures et les à-côté de l'Amérique triomphale, des Blancs, etc. C'est-à-dire que Lino et Vince, c'est des galériens qui vivent dans le quartier de Rios Rosas, qui est donc un quartier pauvre où fréquente, enfin où la mafia, les gangs afro-américains côtoient les gangs latinos. Et on va avoir des yakuza, on va avoir des luchadors, etc. Donc en gros, si tu veux, beaucoup de couches d'immigration aux États-Unis ou de couches un petit peu sous-populaires qui ont toujours des codes graphiques très établis. Tu vois, les gangs, il y a les Bloods, il y a les Crips, ils ont une iconographie, ils ont un style, ils ont des tenues hautes en couleurs, etc. Ils ont une organisation, un fonctionnement qui fait très mythologie. Et ces sous-mythologies, on va dire, mythologie un peu populaire, un petit peu qui ont inspiré aussi beaucoup le cinéma de série B. C'est ce qui intéresse généralement Run dans ses histoires, et c'est ce qui a beaucoup inspiré dans la création de Doggy Bag, justement, différentes histoires qui parlent de gangs de bikers, des rednecks, etc. Où en fait, c'est toujours des communautés un peu marginalisées qui vont avoir des codes graphiques, une mise en scène, une esthétique qui peut justement, enfin sur laquelle on peut bâtir une fiction. Et donc voilà, on avait effectivement ces gangs-là, on avait ce côté zone 51, etc. Là, évidemment, les cowboys, c'est pareil, un truc qui a été vraiment très approprié par le cinéma de série B, qui a des codes esthétiques, le duel au soleil, les grands chapeaux, les 6 coups, même la ville elle-même avec ses différents protagonistes, le prêtre, le barman, le tenancier du saloon et compagnie. Donc évidemment, Ron, il est dans son élément, à bâtir une mythologie sur une mythologie très, très codifiée. Du coup, ce que je voulais dire avant que tu m'interrompes sauvagement, espèce d'animal, Je suis désolé. c'est que c'est agréable justement pour moi qui n'ai pas eu la chance de connaître la parution de Mutafukas en temps réel à l'époque, d'avoir en fait l'impression, si tu veux, de redécouvrir la série. C'est un petit peu comme les mecs qui, par exemple, tu vois, on dit souvent j'aimerais bien être comme ces mecs qui n'ont jamais découvert Fight Club et de le découvrir au présent, ou d'autres séries cultes comme ça. Ouais, ces mecs qui disent j'aimerais bien pouvoir découvrir Le Parrain et qu'ils l'ont pas encore fait. Ouais, ça c'est bizarre ça, parce que quand même ne pas avoir vu Le Parrain en 2021, c'est chaud. Hein. Surtout quand on en parle dans chaque podcast depuis 6 mois. Je me mets un défi de pas l'avoir vu avant 2030. Hein. C'est vrai, mais putain, mais tu sais, c'est un bon film en fait. Hein. Ouais, mais je m'en fous. T'es pas obligé juste de suivre la masse populaire qui dit que parce qu'un crétin s'est énervé sur ce film que t'es un suiviste. Mais donc oui, c'est agréable de redécouvrir les deux galériens aujourd'hui. Ils sont toujours aussi mignons, ils sont toujours aussi cool. C'est vraiment toujours la bande de potes qui te rappelle ton copain un peu ridicule que t'avais au collège quand tu croyais que fumer c'était cool et que toutes les nanas étaient magiques, etc. Enfin, toutes les nanas sont magiques, hein, je veux dire qu'à l'époque c'était un puceau, donc voilà. Il y a vraiment ce côté-là, il y a le côté aussi l'esthétique de Hut qui justement applique vraiment des charges vraiment. Alors, il s'est foutu de ma gueule sur la critique, du coup je vais le répéter, des plages de violet en fait sur son western. Parce que justement c'est un truc qui fait très jeu vidéo, très série B, c'est un petit peu l'esthétique je vais pas dire Hotline Miami, mais tu vois c'est vraiment ce côté un petit peu très chargé en néon, tu vois, c'est des violets assez néons, c'est pas très western en mode Sergio Leone avec le soleil écrasant, les plages de bleu et de jaune ou de orange, tu sais, qui tabassent un peu. Voilà. Après, bon, ça reste toujours aussi rigolo. Il y a le petit âne Burrito, je crois qu'il s'appelle, qui est juste trop mignon et qui a un design vraiment très manga. C'est une sorte de miche de pain. Il est juste trop adorable. Trop marrant. Voilà. Et puis, il y a toujours la petite générosité qui est symptomatique des productions 619, même si vous n'avez pas acheté l'édition collector, puisque l'édition collector est blindée de bonus, évidemment. Et c'est un très beau coffret, n'est-ce pas, Arnaud Kikou? Mais même dans l'histoire normale, en fait. Moi, j'ai le seum, ouais. Même dans l'histoire. Tu m'as filé le numéro, tu m'as filé le single issue. Si tu m'avais dit que tu avais celle-là, je t'aurais truandé, tu vois. Tu vas jamais récupérer la belle mort, je te préviens. Donc.
Donc là, vous êtes juste témoin que le Arnaud mec qui est essaie choqué. de me voler, Mais non, c'était mais- une blague, je vais te le rendre, putain. Fais chier. Foiré. Donc, même au sein du numéro normal, en fait, il y a, comme chez Ducky Bags, en fait, des bonus explicatifs. C'est-à-dire que dans Mutafukaz 1, il matait la télé. Tu vois, c'est la culture pop passée par la télévision. Et puis par les affiches et compagnie. Là, il y a toujours des affiches, il y a toujours la culture pop. C'est-à-dire qu'on voit des mecs, on voit les mecs qui vendent du coca à l'époque où dans le Coca-Cola, pardon, il y avait de la coke, de la vraie coke, justement. Donc, la version Pemberton qui a inventé cette boisson-là en 86. C'est fou. Tu vois le côté le tabac c'est cool, c'est un peu genre la weed de l'époque. Mais tu sais, enfin, expliquez juste que la version collector, en fait, le single issues ne change pas. C'est juste que tu as un Oui, je coffret sais, pour ouais. la récupérer avec. Oui, je C'est sais. tout. Mais le Mais il est très beau, c'est tout ce que je dis. le bouquin en lui-même, et voilà. Mais je sais, Arnaud. D'accord, ok. Donc, les gens savent aussi. Enfin. Et donc, voilà, donc t'as toujours ça. Et puis t'as la littérature. C'est-à-dire que grosso modo, dedans, plutôt que de regarder la télé, Vince lit Moby Dick à Lino qui cherche l'or. Et ça, par exemple, il y a une petite page qui t'explique un petit peu le contexte de création de Moby Dick, avec le voyage entrepris par les Sex qui a été coulé par un cachalot, une baleine à dents, à l'époque, qui a inspiré du coup Herman Melville, la création de Moby Dick. T'as des petites fausses publicités par-ci par-là, des petits slogans un peu rigolos. Donc, c'est parti justement, alors ce que disait Run sur le live Twitch quand ils ont présenté le truc, c'est qu'ils ont eu l'idée en jouant à Red Dead en fait, avec Hut. Quand justement ils faisaient des parties en ligne et qu'ils ont eu la bonne idée de se dire et si on faisait Mutafukaz au Far West. Et pour eux en fait c'est logique parce que justement si Mutafukaz peut être lu comme une critique du présent américain avec ses différentes couches populaires qui sont marginalisées, là on revient vraiment à l'époque où en fait c'est cimenter un petit peu l'imaginaire américain, c'est-à-dire l'imaginaire de la ruée vers l'or, l'imaginaire des derniers cow-boys, des dernières guerres indiennes, la création du capitalisme, de la société. Et d'ailleurs c'est rigolo de se dire que du coup toute la ville de Dark Mid City a été construite autour du quartier populaire de Rio de Rosas, qui sera plus tard un ghetto. Donc c'est plutôt bien fichu de ce côté-là. Donc il y a plein de petites charges comme ça, comme je te dis, la cocaïne qui était légale à l'époque, la prostitution qui était légale à l'époque. En fait, donc il y a plein de petits trucs. Les réflexions sur le fait que tout le monde pense que que le tabac ne tue pas. non, qu'Angelino est noir, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, effectivement, il y a cette charge-là aussi, parce qu'effectivement, Angelino, qui a sa grosse boule noire à la place de la tête, du coup, passe pour un noir à une époque où l'esclavage vient d'être aboli. Enfin, très peu de temps avant. Donc voilà, effectivement, il y a toujours un petit propos, c'est toujours bien fichu. Au niveau des critiques, moi je reproche quand même que Hut, qui fait un travail très correct, enfin un très bon travail, c'est très bien dessiné, c'est très joli, peut-être manque un peu de folie par rapport justement au premier volume de Mutafukaz où Run en fait, qui a toujours été un mec, enfin en tout cas à l'époque, qui vraiment avait ce côté punk un petit peu vraiment taré et furieux. Pas seulement au niveau des designs, parce que c'est vrai qu'au départ tu lis la série, tu te dis mais quand même le héros c'est le seul qui a une bouille comme ça, et en plus son coloc, c'est un crâne avec qui a du feu quoi, enfin, et c'est les seuls, tu vois, donc c'est déjà super bizarre. Mais il cassait souvent la narration, tu vois, t'as Rod Serling, la 4ème dimension, qui vient, qui apparaît, qui te dit un truc, t'as des fausses images qui se rajoutent, t'as juste des aplats en flat design, tu vois, cette espèce de truc fait sous logiciel graphique qui évoque des formes et des couleurs, pas forcément de la bande dessinée. Là, en l'occurrence, le premier numéro, c'est de la BD, tu vois. C'est-à-dire que ça ne casse pas la narration au même niveau. Ça n'a pas ce côté ultra quatrième mur, ultra bizarre, qui se perdait déjà un peu dans Mutafukaz au volume 3 et 4, hein, évidemment. Donc là, en l'occurrence, c'est de la bonne BD. C'est peut-être un peu plus sage, mais ça fait carrément le taf en tant que relecture, que remake. Toi-même, tu t'assagis en 15 ans. Hein. Oui. Oui, merci Arnaud. Ah ouais, c'est juste pour ça. Non, mais c'est juste, ça, non, peut mais être, bien ça sûr, peut être juste évidemment, ça aussi. Hein, évidemment. Mais après, tu vois, dans Doggy Bags, ils s'autorisent encore des dingueries X ou Y. Non, après, bon, voilà, après, moi, je trouve qu'il y a certains effets style. Après, on est quand même dans le numéro d'introduction, quoi. Donc, on est là pour poser les bases, pour poser un univers. Pour même, à la limite, tu vois, le truc, c'est que si tu repars tout de suite dans. Parce que, je veux dire, le premier tome de Mutafukaz n'était pas découpé comme ça. C'était pas découpé en 30 planches. Il était plus long. Ouais. T'avais un truc plus long. Et donc, t'avais peut-être possibilité aussi de faire plus de dingueries parce que t'avais aussi l'espace pour pouvoir quand même permettre au lecteur de t'approprier la chose. Là, si t'es connaisseur, effectivement, tu vas te ruer dessus parce que tu kiffes Mutafukaz de toute façon. Donc, tu es un Yankee et t'y vas. Si tu connais pas et que tu découvres la chose parce que tu vois aussi un single issue, un petit fascicule comme ça qui a une bonne gueule, qui en plus il s'est vendu 5 €, donc c'est vraiment rien, tu vois. Ah oui, et que t'attires pas le truc. Bien, ouais. Et donc là, tu rentres dans cet univers sans avoir forcément les codes et tout ça. Bon, si on te met tout de suite un truc complètement qui part dans tous les sens dès le premier numéro, il y a un risque aussi de te faire lâcher. Donc là, tu commences peut-être de façon un peu plus sage. Il faudra voir effectivement sur la suite comment ça se développe. Et tu as quand même, notamment sur la fin, je vais dire pour une scène de duel par exemple, où je trouve que d'un coup la narration pète un peu plus, où tu as des vrais, où tu sens qu'il y a ce côté bizarre de mise en scène qui se manifeste. Et du coup, parce que nous on a connu Mutafukaz déjà, on fait ah yes, là j'ai la vibe qui revient aussi et qui me dit
on va partir en diligence, les gars, ça va finir en braquage de train, tu vois. Donc, Non, bien sûr. Après, moi, je voulais juste. Enfin, c'est une micro-critique, comme je l'ai dit, c'est de la très bonne BD, y a pas de problème. C'est plus. Comment dirais-je? C'est plus ce côté classique, en fait, qui pour l'instant, j'attendrais, quitte justement à aller au Far West pour se faire plaisir avec un autre contexte qui en plus est inoffensif, puisque a priori la fin de 86 sera pas la même que la fin des tomes 1 à 5, puisque mécaniquement ça peut pas coller en termes de. Bref. Il y a des trucs, grosso modo, qui pourraient s'autoriser, et je pense qu'ils vont le faire. En termes d'intrigue, mais dans ce cas-là, autant s'éclater à faire des trucs un peu chelous. de toute façon, on verra bien. Mais c'est pas grave. Hein. On en reparle. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais j'observe. Mais je discutais avec l'autre, tout simplement. Je développe une analyse critique. Et moi, j'ai que 30 pages en plus pour analyser. Donc, Et moi, je la développe en retour aussi. En fait, tu sais, c'est pas vraiment un défaut, mais je pourrais passer pour un gros suceur. Donc voilà. Mais je t'aime bien, t'es mon pote. Pourtant, il t'en reste un petit peu par là. Mais bref, ça, c'est intelligent. C'est toi qui as parlé de suceur en premier, excuse-moi. D'accord. Mais je sais pas comment on pourrait dire ça sans invoquer de relation bucco-génitale. Un trop gros flatteur. Un flagorneur. J'aime bien ça, un flagorneur. Ouais. En tout cas, c'est disponible donc au label 619, donc c'est pour 5 € le numéro normal, et si vous payez 10 €, vous avez effectivement l'édition collector avec le coffret qui vous permettra de ranger donc tous les numéros de cette mini-série au final, sachant qu'on imagine qu'il y aura une version reliée qui arrivera plus tard, comme ça a été le cas pour Puta Madre et Loba Loca. Je suis en train de me dire que suceur c'est un terme homophobe et je m'excuse. Voilà, continue. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, ça, vous pouvez le trouver donc dans toutes les bonnes librairies. Et puis nous, de toute façon, on vous proposera un contenu, enfin un suivi sur le développement de l'arc. Et si tout va bien, oui, Corentin? Non, mais oui, continue. Je suis enthousiasmé, là, je suis hypé, c'est pour ça que je te pointe du doigt, parce que je veux entendre la suite. Et si tout va bien, bien, nous pourrons en discuter avec Run et Simon. D'ailleurs, c'est quoi Simon? Avec Run et converti. Simon. Ouais, complètement. Avec Simon Hat et Simon très prochainement. Donc, on espère que tout va bien pouvoir se faire et vous proposer Arc 2. Un Super Friends. Tafukas 2 cette année. Exactement. On vous l'a déjà promis, vous avez déjà pu le constater avec le dernier podcast qu'on a fait avec Baptiste Pagani pour les Lames d'Ashura. Voilà, on a envie de développer de mettre plus en avant les productions françaises qui sont en accord clairement avec notre ligne éditoriale et la façon dont on a envie d'aborder la BD. Donc voilà. Qui sont de qualité en plus, qui n'ont pas à rougir de leurs concurrents américains, on va dire, ou de leurs collègues américains. Ah ouais, clairement. Et voilà, on se donne donc rendez-vous très bientôt pour ce genre de rendez-vous Super Friends, #teasing. Et puis, Corentin, ma foi, on en a fini. Hein, des nazis, des espionnes, des renards qui parlent, le western. Du Spider-Man. Non. Bref. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques envies de lecture ou non, ou peut-être que vous avez envie d'en parler après avoir peut-être lu l'une ou l'autre œuvre. Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire vos retours, que ce soit sur les réseaux, sur notre page Tipeee, en DM, il n'y a pas de souci, on est quand même assez ouvert pour continuer la discussion. N'oubliez pas aussi de partager le podcast, notamment si vous êtes éditeur de ces BD comme ça, en profitez-en pour faire découvrir vos propres BD tout en soutenant un podcast. Voilà, ça peut être sympa. Et si vous êtes lecteur et que vous avez kiffé la BD, vous pouvez aussi nous aider en partageant cette bonne parole. Et sur ce, très cher Corentin, on se dit à très bientôt pour le prochain First Print. Salut.